Bienvenue sur Partir pour rester, le podcast pour s'installer durablement en Australie, réalisé par Aussi Expats. Moi, c'est Manon. Et ça fait 2 ans maintenant que je suis installée en Australie. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais encore à ta place, avec cette forte envie de vivre en Australie, mais cette sensation de naviguer à l'aveugle. Parce que la réalité, c'est que les infos en français sur l'immigration australienne sont parfois difficiles d'accès, ou contradictoires et on peut très facilement s'y perdre. Moi aussi, j'ai galéré et c'est justement pour ça que j'ai décidé de créer Aussi Expats. Aussi Expats, c'est une plateforme de formation en ligne pour les Français qui veulent s'installer à long terme en Australie. Pas pour rester 1 an ou 2, mais pour vivre durablement ici. Comprendre les visas, trouver un sponsor, trouver un employeur, passer les étapes clés et avancer avec une vraie stratégie. Et ce podcast, c'est le prolongement de cette mission. Ici, je vais te partager un maximum de valeur, que ce soit à travers des épisodes en solo où je t'explique concrètement les visas, le process, comment trouver du travail qualifié en Australie et t'installer durablement, ou à travers des interviews. À chaque épisode, je reçois des personnes qui sont passées par là. Elles te partagent leur parcours sans filtre, leurs galères, leurs choix, leurs réussites, pour que tu puisses apprendre de leur expérience et surtout éviter certaines erreurs. Pour mettre un petit peu de contexte pour l'enregistrement de ce deuxième podcast avec Ryan, déjà merci Ryan d'avoir accepté ce podcast. Je t'en prie. Alors Ryan, c'est une rencontre un peu improbable puisqu'il avait commenté une de mes vidéos Instagram où j'avais, une française un peu aigrie, des fois ça arrive, qui avait mis une dizaine de commentaires haineux sous ma vidéo, comme quoi mon master n'était pas reconnu ici, qu'il fallait que je fasse mes preuves, que je recommence à zéro. Et donc Ryan avait pris ma défense et avait un petit peu expliqué son cas, que lui ça n'était pas le cas, qu'il n'avait pas dû repartir à zéro et qu'il avait réussi à trouver un travail dans son domaine. Ça surtout qu'on avait le même profil. Ouais. Alors qu'elle était professeure d'anglais. Oui, totalement. Donc j'avais mon mot à dire qui était beaucoup plus important que le sien. Oui, totalement. Et donc j'ai beaucoup apprécié, tu avais répondu je crois à chacun de ces commentaires. Moi j'avais même pas pris la peine de les répondre énervé. plus que ça. Et ton parcours déjà, t'en parlais qu'un tout petit peu, mais ça m'avait déjà interrogée. Je m'étais dit tiens, waouh, quelqu'un qui a réussi à trouver un poste, il a l'air d'avoir un bon poste à Sydney. Ça m'avait un petit peu interrogée. Je t'avais même dit est-ce qu'on peut en savoir plus? Et tu m'avais proposé de venir dans tes DM. Donc, à ce moment-là, la vie suivait son cours. J'étais pas venue tout de suite. C'était il y a pas longtemps, puisque C'était il y a pas si c'était longtemps. quand j'étais en Thaïlande et j'y suis allée fin mars. Ouais, donc c'était il y a un mois et demi. C'était il y a 1 mois et demi. Et ensuite, j'ai commencé à construire ce projet de podcast et je me disais que mon but c'était vraiment d'interviewer des Français qualifiés qui avaient un niveau master, licence, qui avaient fait des études dans un domaine précis, comptabilité, finance, ingénierie en France, et qui avaient réussi à trouver un travail dans leur domaine ici et à construire une vie en Australie. Et donc ton profil, je m'en souvenais très très bien, il m'avait j'avais retenu ton profil et je m'étais dit tiens, je vais lui proposer ce podcast et tu as accepté, donc merci de me recevoir aujourd'hui à Sydney. J'ai fait le déplacement exprès pour toi, l'aller-retour depuis Melbourne et vraiment merci. En plus tu m'as accueillie comme une reine, t'es venue me chercher à l'aéroport. Donc merci, on va pouvoir démarrer ce podcast. Donc Ryan, tu as 30 ans, tu vis à Sydney depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Tu termines ton sponsorship dans 2 jours. 2 jours. Et tu as lancé une demande de partner visa pour obtenir ta résidence permanente, la fameuse PR. C'est ça. Dis-nous en quelques mots qui tu es et explique-nous rapidement ton parcours avant d'arriver en Australie. Ok, j'allais le dire en anglais. Alors, Ryan, 30 ans, français, je viens de Paris. Parcours assez classique, donc 2 ans de prépa, 3-4 ans de grande école, avec une spécialité finance, banking, corporate finance. J'ai étudié en français et à la fois en anglais. C'est-à-dire qu'en école de commerce, on avait des cours, enfin la plupart de nos cours, si ce n'est pas tous, étaient en anglais. Et j'avais eu l'opportunité de faire des semestres à l'étranger. J'en avais fait 1 à Londres et 2 au Canada. 1 pour un échange universitaire à Ottawa, qui est la capitale du Canada. Et j'avais refait un stage de fin d'études au Canada, à Montréal. Tout ça en finance. Et j'étais revenu en France pour bosser un peu en fiscal
et compta, audit, enfin toute cette connerie-là pendant 1 an avant de trouver un premier job en finance, vraiment de la pure finance. J'étais, analyste en financement structuré pour une petite boîte de fonds immobiliers et ensuite j'avais bossé en tant que, contrôleur de gestion, bon senior et ensuite, bah, ma boîte s'est fait racheter par une autre et j'avais décidé, bah, du coup de partir, juste faire, 1 an à l'étranger. À l'origine vraiment pour faire du fruit picking, à l'étranger et revenir, bah, en France. Sauf que Ça ne s'est pas passé comme prévu, comme pas la du tout. plupart des gens qui partent en Australie. Ça fait 2 ans et demi que je suis là et je suis toujours là et je pense, que je vais choper la nationalité un jour. Donc tu as quand même beaucoup voyagé et travaillé à l'international avant d'arriver en Australie. Ouais. Tu devais déjà avoir quand même un bon niveau d'anglais avant d'arriver. Tu penses que ça a été un atout pour toi? Tu penses que ça t'a aidé à ouvrir des portes? Alors, je sais pas si ça m'a ouvert des portes, en tout cas ça m'en a pas fermé. Comme je disais, j'ai fait 2 ans de prépa où on avait des cols d'anglais, on avait un niveau d'anglais qui était assez élevé. En école, pareil, on avait nos cours en anglais. Arrivé à l'international, mes amis, mes relations, tout se faisait en anglais. Quand je suis arrivé à Sydney, même à Paris, je vivais, avec, une personne qui ne parlait que anglais. Enfin, pour moi, mon quotidien était déjà, allez, pas, je vais pas dire 50%, peut-être un peu moins de 50%, euh, peut-être 45% déjà en anglais en vivant à Paris. Et la plupart de mes amis, encore aujourd'hui, même avant de venir à Sydney, étaient anglophones. Ou alors, on avait une langue en commun qui était l'anglais. Mm. Une fois arrivé à Sydney, j'avais juste pas eu ce problème-là de l'anglais. Je suis pas natif, clairement pas, et j'aurai jamais un niveau natif. Mais en tout cas, j'ai un niveau d'anglais qui me permet de me faire comprendre et plus que ça, qui me permet de faire des réunions en anglais, de faire des présentations en anglais et surtout de comprendre euh, quasiment tout le monde, que ce soit d'un accent australien du Outback ou du sud-africain de Joburg. Et on en parlait avant de commencer ce podcast. Est-ce que tu avais déjà passé un test d'anglais avant d'arriver ici de type TOEIC durant tes études? Ouais. Est-ce que tu avais eu un score, même si voilà, on en a parlé, tu vas nous dire, ça révèle pas forcément ton niveau, mais... Ouais, alors moi, j'ai jamais été bon en anglais à l'école. Moi, mon anglais, je l'ai appris, enfin, la base, je l'ai appris à l'école. C'est vraiment la base de la base. Mais à l'école, j'étais pas le meilleur de ma classe. Jamais. Et pour les personnes qui ont fait une école de commerce, à mon avis, je pense que c'est la même chose pour tout le monde. On a des cours d'anglais pour la première année de tronc commun. Et le niveau se fait en fonction du TOEIC que vous passez, enfin, que nous, on avait passé en septembre à la rentrée. Et j'étais pas, j'étais dans le dernier quartile, quoi. Ok. Le Euh, niveau était assez haut, parce que donc tu as eu ouais, 850. j'avais eu 850, je l'avais repassé encore une fois, j'avais eu 945. Mais c'est pas moi, c'est-à-dire que j'avais un score qui était moindre que mes camarades à qui j'ai appris l'anglais. Donc, Mais ouais. j'ai jamais été vraiment à fond dans l'anglais. Mais par contre, j'ai 90% des bases parce que j'ai fait une prépa. Et donc tu arrives en novembre 2023 à Sydney. Yes. Tu arrives avec un billet aller, hein, comme la plupart Ouais. d'entre nous, un profil un peu de manager parisien et au début aucun job. C'est quoi ton état d'esprit en arrivant? État d'esprit en arrivant. Alors moi, j'étais venu en... Je me souviens plus trop, mais j'avais pas de stress par rapport au Reel Instagram que je vois que je vois. Et j'avais pas forcément d'objectif précis, mais je voulais avoir une expérience qui était remarquable. Je vais dire comme ça, au moins une expérience inoubliable, en tout cas pour moi. Une fois que je suis arrivé ici, je suis allé chez un ami qui vivait déjà en Australie, mais comme moi, qui bossait en finance. Donc j'ai vécu chez lui pendant à peu près 2 semaines. J'avais ensuite bossé, bon, on verra dans les questions suivantes, mais euh, j'avais pas d'attente particulière, mais j'étais pas du tout stressé, pas du tout. C'est sûr que quand je suis parti de ma boîte, on m'avait fait je sais même pas si ça se dit en français, mais un golden shake. C'est, comment tu dis en français? Je sais pas. Golden shake, c'est quand tu donnes de l'argent quand tu pars, quoi, pour être ton propre chef.
Genre, on Ok. m'avait proposé et m'avait fait un payout Mhm. de X montant d'euros. Donc, moi, je suis arrivé ici, j'avais pas mal d'argent déjà. Ok. Donc, j'aurais pu vivre toute l'année en Australie, à Sydney, Ouais. sans Donc, travailler du tout. t'étais pas stressé Absolument financièrement, mais t'avais l'envie de te démerder, de trouver un Ouais, travail, clairement. Ouais, non, de moi, je vivre suis cette quelqu'un expérience à d'assez fond. hyper actif. Je pense Ouais. que tu vas le voir au vu des Ouais. questions suivantes, mais je peux pas rester toute la journée à rien faire. Ok. Et donc, dès la deuxième semaine, te voilà sur des chantiers de construction. La troisième, exactement. Ouais, la troisième exactement, sur des chantiers de construction, 4h30 du matin pour $30 de l'heure sous ABN. Oh. Comment as-tu vécu ce passage d'un poste à responsabilité parisien à un travail manuel difficile pour un salaire inférieur à ton ancien poste bien inférieur? Alors, euh, j'avais postulé pour plusieurs postes dans des bureaux, mais j'avais aucune réponse, absolument aucune, comme la plupart d'entre nous. Et je m'étais fait déjà des amis qui vivaient en Australie, que des anglophones, hein, je tiens à préciser. J'ai rencontré zéro Français, je crois, la première année, genre vraiment zéro. Il y en avait un d'entre eux qui m'avait dit, bah tiens, mon boss il cherchait un mec pour faire de la construction et tu as l'air d'être fit, est-ce que tu veux venir? Je lui ai dit ok. Donc j'ai rencontré le mec, c'était un dimanche, je suis allé chez lui. Et il m'avait proposé de venir le lendemain, voilà. Et donc ça s'est passé comme ça. Ce qui me manquait, voilà, je pense que ça me revient, c'était une routine. Moi, il me fallait une routine parce que Mmh. j'arrivais pas à me lever, aller au sport et en fait, j'avais fini à 9h du mat, j'avais fini ma journée. Ouais, il te J'avais fallait un plus quoi. but dans ta Ouais, journée, un il me fallait quelque chose qui me prenne au moins, je sais pas, 5-6 heures, quoi. mmh. Donc je Donc suis arrivé et je bossais en construction. c'était un peu ton hobby. On te La donnait co- une routine. C'est pas un hobby, c'était l'horreur. Je sais pas, j'ai un respect considérable pour toutes les personnes qui travaillent en tant que tradie ou tout ce qui est métier manuel, Mmh. parce que je l'ai fait 5 jours Mmh. et au bout de 5 jours, j'ai arrêté. Mmh. J'ai arrêté. Alors que, bon, on voit pas sur la vidéo, mais je fais 1m83, 87 kilos, et je vais au sport, je fais du crossfit, mais alors là, c'est trop Mmh. dur. Moi, j'ai un respect considérable pour eux. Et respect à toutes ces personnes qui se lèvent tôt tous les jours pour aller travailler, faire des jobs physiques. Je l'ai fait aussi toute ma première année, peut-être un peu moins physique, mais je me suis levée à 4h du lundi au samedi pendant 1 an pour travailler dans une écurie de course. C'était quand même physique parce qu'on marchait entre 10 et 30 km par jour. Donc c'était beaucoup de marche, debout toute la matinée, de 4h à midi sans pause. Eh ben, écoute, moi j'ai une anecdote, c'est même pas une anecdote, Ouais. c'est un souvenir. C'était l'avant-veille avant que non, la veille avant que je démissionne. C'était le jeudi, donc j'ai travaillé que 5 jours, du lundi au vendredi. Et le jeudi, il m'avait demandé d'arriver au chantier, c'était à 6h du mat. Et de 6h à. Bref, il m'avait demandé de faire des trucs hyper, comment tu dis, fatigants. Ouais. Et je me dis, bah allez, moi c'est bientôt la pause déj. Et je regarde l'heure, c'était 7h42. Ça- 7h42. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai que quand tu commences à 4h, j'avais l'impression que c'était la fin du shift, il était 7h30, 8h. Je me Oui, disais, mais comment je vais tenir encore 4 heures? c'est ça, c'est ce que je me disais. Et je sais pas comment tu faisais, nous on essayait de manger un petit truc, boire un truc chaud pour se réconforter. Et j'en venais, j'avais une petite addiction, là, pour la petite anecdote, à manger un Kinder Bueno chaque matin à 8h, juste pour me redonner du courage. Oh, C'était Et je ne mange plus de Kinder Bueno depuis, je ne peux plus. ça me ramène à un souvenir traumatisant. moi, ça m'a traumatisé. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment un respect énorme. Et à chaque fois, quand je vous dis que j'ai un respect énorme, c'est que quand je les vois travailler sur des chantiers au bord de la route et que j'ai une bouteille d'eau, moi, maintenant, je la donne. Je la donne, une bouteille d'eau fermée dans ma voiture, je la donne. J'ai un respect immense pour ces personnes-là qui travaillent dans des métiers hyper difficiles. Pareil. Et du coup, j'ai arrêté. Je me dis, ouais. bon, allez, fuck, j'ai arrêté. Voilà, j'ai pas forcément besoin d'argent pour le moment. Donc, je m'arrête là et j'arrête cette expérience-là qui a été, pour moi, je vais pas dire inutile, mais qui a été suffisante. 5 jours qui ont été complètement suffisants. Et donc, tu as tenu une semaine. C'est quoi le moment précis où tu t'es dit stop? Est-ce que c'était le vendredi? Est-ce que tu as eu une pensée, une 7h42. image? Ouais, c'était ce vendredi-là où tu t'es dit c'est pas pour moi, j'arrête. C'était le jeudi. Ouais. C'était le jeudi où je voyais, c'était 7h42. J'ai fait la journée. La fin de journée, ça a été encore un petit peu mieux. Le lendemain, j'avais déjà cette idée en tête, mais j'attendais que le type me paye.
avant de dire que j'ai Mm. démissionné, parce qu'ils faisaient les payes le vendredi soir. Et ça peut Et arriver j'ai que, démissionné. Ouais, ouais, ça peut arriver que les que gens des ne gens vous te payent payent pas. pas Ah si oui, hein. tu dis que tu t'en vas. Ouais. Et je vous le dis, je suis maintenant manager en finance et je m'occupe aussi de la RH. Fair Work, c'est le cadet de mes soucis. Je ne vous paye pas pour une boîte. Je suis une entreprise, je ne vous paye pas. Pouvez-vous plaindre à Fair Work? Fair Work, c'est le cadet de mes soucis. J'emmerde Fair Work parce que je sais que Fair Work ne fait rien. Voilà. Ok. Et Merci pour cette. j'ai eu raison Ouais. d'avoir peur et Mm. d'attendre que le mec me paye parce que Mm. Fair Work n'aurait rien fait. Merci pour cette petite parenthèse. Protection des salariés. Donc, après cette expérience un petit peu catastrophique, mais qui t'a permis de voir ce que c'était les métiers manuels, tu continues dans... C'est quand même un métier manuel, manutentionnaire, je me pose la question un petit peu moins. Ouais. Mais Mais donc, en fait, ouais. alors, c'est plus compliqué que ça. Alors, je te laisse Ouais. finir ta question. Donc, tu postules Pardon. un peu partout, même manutentionnaire, et tu retires même des diplômes de ton CV pour Yeah. ne pas faire peur, ne pas effrayer l'employeur. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Ouais, alors, j'avais un point de vue qui est différent du tien vis-à-vis des expériences. Je me suis dit, je m'étais mis dans la peau d'un manager de café ou d'une boîte vraiment qui ne nécessite pas forcément de qualification, enfin, d'éducation secondaire. S'il recrute, comme tu disais tout à l'heure, là, l'exemple d'un avocat, s'il voit un CV d'un avocat, il va le prendre pour faire un job de barista. Euh, Du coup, ce que j'avais fait, c'est que moi, j'ai 3 diplômes en France. Je les avais retirés. J'avais juste laissé une licence que j'avais même pas en plus. J'avais juste mis une licence de bachelor in finance and accounting. Et j'avais postulé pour un poste à l'origine dans un café. Ok. Et il se révèle que le café, en fait, avait le propriétaire du café, pardon, était aussi propriétaire d'une boîte en manutention. Ok. Donc à la base, tu voulais être barista. Yes. Ok, donc ouais. Aujourd'hui, je suis à la fiscale du café aussi. Ok. Trop marrant. Et donc raconte-nous. Et ce donc, qui du s'est coup, passé. je suis parti, c'était à Surrey Hills. J'avais déposé mon CV. La fille en question m'a dit, bah tiens, non, mais on n'a pas besoin de personne ici. Par contre, dans l'autre entreprise, ils en ont besoin. Donc, prends ce numéro-là et contacte cette personne-là et donne ton CV. Donc, je fais ça, je donne mon CV. Je rejoins enfin, je vais dans l'entreprise, dans l'entrepôt. Je donne mon CV. Mais même malgré ça, ma collègue, enfin, qui est devenue ma collègue, la personne qui m'avait fait passer l'entretien, elle me dit que j'étais trop qualifié et elle était partie je me souviens, hein, elle était complètement partie de la salle de réunion et elle m'avait laissé là pendant un quart d'heure jusqu'à ce que la directrice générale de la boîte vienne me voir. Et elle me dit, mais oui, mais je vois en fait que tu es expérimenté enfin, t'as des qualifications en finance et en compta. Elle me dit, ton profil il est intéressant, sachant que je suis à la recherche d'un analyste financier. Et je vois que tu as un bachelor en finance, mais tu as fait. Enfin, en fait, mon expérience, je ne l'avais pas enlevée parce que j'avais toujours fait que ça. J'avais toujours fait un peu d'audit, de la finance et du contrôle de gestion. Mais ça, c'est con de ma part. Mais je ne pouvais pas mentir et dire que j'avais été comment tu dis, un barman, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, j'avais quand même laissé mon expérience en finance. Et elle me dit, bah tiens, moi, je recherche un analyste financier, etc. Est-ce que tu peux revenir le lendemain? Elle me dit, mais attends. J'ai été au culot. Je dis, attends, just hold on a sec. C'est pas mon vrai CV. Voici mon vrai CV. Et j'avais mon ordi avec moi. Donc, je lui ai montré mon vrai CV. Ouais. Elle me dit, ah ouais, encore plus impressionnant. Elle me dit, reviens demain. Mon mari, qui est aussi responsable de la boîte, on va t'accueillir, on va voir. Voilà. Donc, le lendemain, j'y retourne. Je rencontre les directeurs, les 2 personnes. Et voilà. Et improbable ce qui va se passer. Donc, tu y vas au culot. Tu leur proposes de bosser 2 semaines gratuitement pour leur livrer un rapport complet de leur boîte. Yeah. Donc, un rapport financier Yeah. où tu analyses leur KPI, etc. Je te laisserai en parler plus Yeah. en détail, c'est ta spécialité. Et donc, pendant ces 2 semaines, les dirigeants vont être quasi absents. Tu Yeah. vas découvrir la compta et la fiscalité australienne tout seul sur le tas. Et tu as ce rapport à rendre dans 2 semaines. Comment tu as vécu ces 2 semaines? Alors, du coup, le lendemain, je retourne dans l'entreprise, je rencontre du coup le mari et je leur montre mes CV, je dis ce que j'ai fait, etc. Et je leur ai dit, écoutez, voilà moi ce que je propose. Je leur ai dit, bon, je ne connais pas du tout votre entreprise, vous n'avez pas forcément de département financier, vous avez juste un account receivable. J'ai besoin de voir ce que vous faites
et ensuite, on voit. Par contre, ce que je vous propose, c'est que pendant les 2 semaines, parce que là, on était déjà début décembre, Ouais. c'était je crois, exactement j'avais commencé le 10 décembre. Je dis: «Je bosse pour vous pendant 2 semaines, juste avant Noël et à la fin des vacances de Noël, on reparle de ce que je veux. Mais moi, l'objectif, c'est d'avoir un sponsorship à la fin». Et ils me disent: «OK, go». Et en fait, pendant les 2 semaines, bah, ils étaient pas là. Ils avaient des problèmes, personnels, donc j'étais là à bosser tout seul avec le account receivable, mais qui avait démissionné au bout de 2 jours. Ah, de 2 Heu, jours que tu venais de commencer, ouais, le ouais. comptable est parti. C'était pas un c'est je sais pas si on peut appeler ça un comptable, c'est Ouais, le account receivable. C'est les personnes qui pour payer les factures. ouais, OK. Pour payer les factures, un account receivable officer, comment tu pourrais Mmh. dire en français? C'est une personne qui Hem, paye les factures, juste qui fait juste ouais, qui enregistre les factures, qui paye les factures, qui fait un petit peu la compta des factures. ouais. Et donc j'ai discuté, heureusement qu'elle était là, hein. Mmh. J'ai discuté un petit peu avec elle pendant les 2 premiers jours. Elle m'a expliqué comment ça fonctionnait et j'ai parlé à d'autres collègues et je me suis rendu compte que la compta était, je vais pas dire, j'ai pas envie de dire que c'était de la compta créative, Mmh. mais c'était, Pas du bien géré. bullshit. Mais alors Mmh. rien à voir. Du coup, je me suis rendu compte que mes rapports, en fait, de contrôle de gestion que j'avais l'habitude de Mmh. faire ou de finances que j'avais l'habitude de faire, bah, c'était impossible Mmh. parce que, les comptes étaient enregistrés, mais de manière aléatoire. Mmh. Quand je lui dis de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'il avait reçu un loan de 250 000 $, c'était enregistré dans une vente. OK. Donc il payait la GST sur la loan. Ah waouh! Donc Mmh. j'avais fait un travail de fond pendant genre 1 semaine, 10 jours. Sachant que je connaissais rien à Xero, je connaissais rien à plein de choses. J'ai dû apprendre tout seul et ChatGPT à l'époque. Maintenant, j'utilise Claude AI. Mais pour répondre à certaines de mes questions et regarder un petit peu sur le site du ATO pour voir, voilà. Mais voilà comment ça s'est passé. C'était hyper dur. J'ai quand même terminé par leur faire un rapport, mais qui, moi, je savais n'était pas forcément accurate. Mmh. Parce que je savais qu'il y avait des points que j'avais pas encore vus. Et à la fin, bah, je leur ai quand même fait ça. Ils ont quand même été impressionnés. Et ils m'ont dit, bah, let's go, tu commences le 2 janvier exactement 2024. Et puisqu'il y avait une semaine où l'entreprise fermait du Ouais. 25 au 1er juillet, quoi. Et j'avais commencé le 2 janvier exactement. Et là, j'ai été mis dedans, mais dans la foulée, quoi. Tout le monde est Mmh. revenu de vacances. C'était hectic, vraiment, du début jusqu'à la fin. Mmh. Et donc si on revient un petit peu au moment de cette présentation, après ces 2 semaines, de rapport, Yeah. est-ce que tu avais la pression à ce moment-là de présenter un rapport aux dirigeants sur, une entreprise que tu viens de découvrir il y a 2 semaines, dans un pays, voilà, où tu viens un peu de tout découvrir? Qu'est-ce que tu t'es dit avant d'entrer dans la salle? Tu savais que tu allais réussir à les convaincre? Tu y allais, positif? Positif, oui, clairement, positif. J'allais réussir à les convaincre, oui, également. C'est-à-dire que j'ai une expérience, j'ai été que cadre dans ma vie et toute ma vie, je présente des rapports. Toute ma vie, je fais des présentations mensuelles, trimestrielles, annuelles. C'est mon job. Mmh. Donc pour moi, ça a été juste quelque chose pas de nouveau, mais de quelque Mmh. chose que je faisais avant. Et c'était parfois en anglais comme en français Mmh. aussi à Paris. Je faisais aussi des présentations en anglais. Euh, mais non, j'ai pas eu de problème. La réunion, elle a duré genre 2 heures et à la fin, je leur ai dit, je veux mon sponsorship et voici mon salaire que je veux. Et ça a été accepté directement, sachant que j'avais déjà accès au payroll. Donc, je voyais déjà les salaires des gens. Donc, Mmh. je savais que je demandais quelque chose qui était convenable et acceptable de leur part. Mais aucun stress, non. Mmh. Aucun Donc stress. c'est très bien passé et Ouais. donc tu négocies un salaire. Est-ce que tu veux bien partager plus ou moins le salaire, si c'est pas indiscret? Je touchais, je pense, mieux en France. Mais je suis à plus de 100 000 $ australiens ici. J'ai été à plus de 100 000 $ australiens aussi quand j'ai commencé avec eux. Pour rentrer plus dans le détail, Mmh. sans inclure le super. Ouais. Et en France, j'ai été à 71 000, sans compter comment on appelle ça, l'intéressement et la participation. Mmh. Voilà, j'étais quand même plutôt bien en France et ça. Ouais, j'avais un meilleur pouvoir d'achat en France qu'en Australie, hein. Mmh. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est l'inverse. Mmh. Si vous êtes qualifié en France et que votre travail il est reconnu, vous bossez pour des grandes boîtes, je pense que vous avez un salaire relativement équivalent en France qu'en Australie pour Mmh. les jobs qualifiés, hein. Mmh. Et donc on reprécise juste, tu es à Sydney, donc Ouais, voilà, c'est les prix Sydney, du logement, et ouais. cetera.
Et en Sydney. salaire, tu étais un petit peu sur la tranche basse de ton poste pour J'étais ici. dans la tranche basse de mon poste, mais qui reste toujours plus de 100 000 pour un poste Ouais. de manager. Ouais. OK. Et donc, suite à ça, ils acceptent, ils t'embauchent, tu Yeah. démarres en janvier, tu négocies ce sponsorship à l'issue de tes 6 mois donc de travail. Non, même pas. Pardon, Plutôt je que te ça? coupe. Ouais, vas-y. Ouais, j'attendais juste que la fin de ma Période d'essai? période d'essai, probation period, elle terminait. Ouais. Donc, c'était le 1er avril 2024. Et j'aurais dit, bah là, est-ce qu'on peut démarrer? Et ouais. Et c'est à partir de là que ça s'est un peu. Je m'en étais pas rendu compte, hein, mais que ça a un peu shifté vers quelque chose que j'aurais dû voir et sur lequel j'aurais dû prendre mes gardes. Donc, on va y venir. Mais avant ça, pourquoi avoir voulu faire un sponsorship tout de suite? Parce que dès le second entretien, donc quand tu leur as présenté ton rapport, tu souhaitais négocier ce sponsorship. Pourquoi Ouais. un sponsorship? En fait, à l'origine, moi, quand je disais sponsorship, c'était pas vraiment un sponsorship, c'était juste l'histoire d'être plus en working holiday. Moi, mon objectif, c'était pas forcément de bosser pour une petite boîte. Je veux retourner dans une boîte assez corporate et bosser pour un grand groupe, que ce soit un des Big Four ou financial services company, un truc grand, mais pas pour une petite boîte. Vraiment, faire du contrôle de gestion pour une petite boîte, ça m'intéresse pas. Enfin, je suis pas, ça me déplaît pas, mais ça me thrill pas, ça m'excite pas à l'idée de bosser pour une petite boîte. Et je voulais refaire un truc plus pointu, que ce soit de la fiscalité, du turnaround. Je sais même pas comment on dit du turnaround en France. C'est du restructuration and turnaround. C'est quand une entreprise est sur le point d'être liquidée. Ah, ok. On appelle ça du turnaround. Ok. Parce que même en français, on dit turnaround. Ouais, c'est pas redressement judiciaire? Ouais, ça peut être. Ouais, Liquidation, ouais. redressement. Turnaround, c'est quand, genre, en gros, tu es sur le point de tourner, Ouais. genre un revirement de situation, ok. mais assez, genre, tu fais un 180 pour une boîte. Ok. Et c'est un type de comptabilité qui m'intéresse. Mais c'est un truc vraiment précis, alors que faire juste ce que je faisais moi, c'était un peu contrôle de gestion finance manager. Ouais. C'était juste de la compta, du management de base, mais sans aucune spécialité. Et moi, je voulais en gros refaire ça. Donc, pour moi, l'idée d'avoir le sponsorship, c'était juste d'être libre à l'issue des 2-3 ans, parce que je ne m'y connaissais pas forcément, pour pouvoir bosser pour un grand groupe. Parce que c'était impossible pour moi de bosser pour un grand groupe sans avoir de visa. Parce qu'ils ne prennent pas. Ils ne prennent pas si tu n'as pas déjà de visa. Et d'autant plus que j'étais pas australien et que je n'avais pas d'expérience dans un pays anglo-saxon, qui, je dois préciser, pour ceux qui ne sont pas comptables, n'a quasiment rien à voir parce qu'en France, on a nos propres lois. Quand je dis loi, c'est pas oui, notre fiscalité, oui, mais on a aussi nos propres lois comptables. On a notre PCG, alors qu'ici, ils ont le AASB, qui est très proche du IFRS, mais qui est complètement différent du PCG. Donc, j'étais vraiment loin de là. Donc, oui, je voulais un sponsorship, pour résumer, juste pour pouvoir, pour que ce soit un tremplin, pour passer à autre chose. Ok. Et donc, à ce moment-là, tu ne connaissais pas le système de migration australien. Non. Tu n'avais pas fait de skills assessment, de choses comme ça. Tu y allais un petit peu comme ça. Bon, je veux un sponsor. Et avec le recul, est-ce que tu aurais fait différemment si tu avais su? Clairement, mais moi, on m'a mené en bateau. Alors, c'était, je crois que c'était début avril, au moment où j'en avais parlé à mon boss. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut commencer le process du visa? Et il me dit, ouais, tiens, contacte ce type-là, c'est notre avocat qui fait les visas pour la boîte et il va t'expliquer. Donc moi, j'avais déjà fait mes propres recherches au préalable. Je lui avais expliqué que je voulais faire ça, 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 que j'étais déjà qualifié en France, que j'avais tant d'expérience et que je pensais faire ce visa-là. J'avais parlé du visa 189, 190, 180, je ne me souviens plus des chiffres. Et il me dit, non, pour toi, tu ne peux faire que le 482 qui te lie à un truc pendant 2 ans. Et je lui dis, mais t'es sûr? Il me dit, je vais faire le skill assessment. Et on va voir. Il me dit, tu ne peux pas faire le skill assessment because you're not a CA or a CPA yet. Et moi, je suis comme, ok, bon, bah, il doit s'y connaître, donc j'ai dit non. Du coup, j'ai fait le 482 en fermant les yeux, alors que j'aurais pu faire le 186 direct entry de la résidence permanente pour des frais qui sont moins élevés. Et aujourd'hui, avoir ma résidence permanente, parce que le temps de traitement, c'est 17 mois. Et là, ça fait plus de 2 ans que je suis avec lui. Donc, tu penses qu'il t'a manipulé, que c'était intentionnel Ah, dans le maintenant, sens de l'employeur?
Ouais, je pense que l'audio peut terminer, enfin, peut durer des heures, mais comme maintenant je m'occupe des visas de la boîte et qu'une personne était dans la même situation que moi, à savoir faire un visa 186 pour devenir, je crois que c'était genre carpenter, euh, et ben, on l'a forcé à faire le 482. En Alors lui que, disant la même chose en leur que disant toi. exactement la même chose que moi. Hmm. Parce que si tu fais un 186 avec un employeur, le jour où il a le 186, l'employé peut partir Mm. directement, Ouais. On parle d'un engagement moral de 2 ans, qui mais n'existe pas. qui n'est pas un engagement légal. Exactement. Et Exactement. c'est vrai que la plupart des personnes attendent, on va dire, 3-6 mois pour sécuriser, mais peu de personnes restent les 2 ans car c'est Ouais. simplement moral et c'est difficile Bah, tu as la résidence permanente directement et tu peux partir et bosser pour n'importe qui. Mm. Et pour mon boss, c'était plus, bah non, moi j'ai besoin de quelqu'un pour 2 ans, je vais être sûr qu'il reste pendant au moins 2 ans, Mm. puis ensuite lui faire le 186 qui a un temps de traitement, je tiens à préciser, de encore presque 2 ans. Donc vous restez au minimum 4 ans et demi, parce qu'il y a un premier traitement de visa pour le 482 aussi de 4-5 mois, voire maintenant je crois que c'est 6. Et donc vous restez bloqué avec le même employeur pendant 4 ans avec le même salaire et très peu de working rights. Mm. Et 4 ans sans respecter totalement l'engagement moral les 2 ans. Sinon, ça peut aller Ah oui, jusqu'à oui, 5, clairement. 6. C'est juste le jour où vous avez votre visa granted, le 186 granted, ou votre employeur, s'il vous fait chier le jour où vous partez, peut vous le faire annuler. Eh oui, parce que si c'est vraiment un connard, il peut vous le faire annuler. Donc, toi, tu as fait le visa 482 qui est C'est le ça. sponsorship. Enfin, l'agent t'a conseillé de faire ça en te disant que tu ne pouvais pas faire le 186 pardon, direct en try. Oui. Tu as fait ce sponsor et ensuite, une fois le sponsor signé, est-ce qu'ils ont joué de cette situation? Alors non, pas directement. Alors, moi j'avais commencé les démarches. C'est moi qui avais fait mon propre visa au niveau de la boîte, de l'intégralité. J'avais fait toute l'intégralité du visa, donc c'était job advertising et tout. Enfin, j'avais tout fait proprement. J'avais traduit tous mes documents, mes diplômes. Une galère. Et j'avais apply le 27 juin 2024. Donc ça avait pris à peu près 2 mois. Parce que j'étais parti aussi en vacances en même temps. J'étais parti aux Philippines parce que c'était mes premières vacances au mois de mai. Et j'étais pas forcément stressé. Mais c'est juste que voilà, j'étais pas forcément plus pressé. J'étais pas une semaine près. Et il y avait des frais, hein, parce que l'employeur, il m'avait dit clairement, enfin mon boss, il m'avait dit clairement, if you actually want to do the visa, we can, but the company will not take care of any of the charges. So if you want to do it, just you have to pay for the entire cost, which is the company's cost, the lawyer cost, and your own personal cost. Et en gros, ça m'a coûté presque 11 000 $. Ouais, donc pour ceux qui parlent pas très bien anglais, Oui. ils t'ont dit qu'ils étaient d'accord pour faire un sponsor, mais qu'ils ne prendront rien en charge. Absolument rien, et l'entièreté c'est du illégal. visa- Je tiens à vous le préciser, c'est illégal. C'est ce que j'allais dire, normalement, on entend souvent parler de 7 000, 7 000. 7 000 pour l'employeur, 7 000 Non, pour c'est même moins. l'employé. C'est même moins. Alors, comme je fais les visages, je peux te dire les coûts. Ouais, Le dis-nous. 482, vous devez, il y a des frais, je crois que je pense que c'est sur 400, 500 $. L'employé doit payer genre 1500 $. Vraiment très peu, hein. Ouais. Et l'employeur doit payer des frais genre les SBS, je sais plus comme ça, le Sponsor Business Service, je sais plus quoi, le SBS, on appelle ça communément le SBS. Ça, c'est genre 422 $. Il doit payer par année de sponsorship. Donc, moi, j'avais fait 2 ans, soit 1200, soit 1800 $. Je m'y connais très bien parce que je l'ai fait encore pour mes collègues. Ouais. 1200 ou 1800 $ selon que l'entreprise ait un chiffre d'affaires de plus de 10 ou moins millions d'euros, millions de dollars. Ouais. Et il doit payer des autres frais. Et le lawyer, parce que tu es quasiment obligé de passer par un lawyer parce que sinon c'est très mal vu, il y a beaucoup de refus. Et c'est à peu près 5 000 $. Mon employeur m'a dit, tu veux le faire? Feel free to do it, fais-le. Mais moi, je ne prendrais rien en compte. Moi, et encore plus que ça, c'est l'entreprise qui devait payer. L'entreprise récupérait les charges déductibles, payer, et récupérer la TVA, pas la TVA, la GST, 10% sur les frais d'avocat. Et tout était deductible. Et c'est toi qui as tout payé? Et moi, j'ai tout remboursé sur son compte personnel. Ok. Donc, ouais, en plus, J'ai remboursé d'être illégal, c'était en plus Lui, il de s'est fait ça de une l'argent fraude. sur mon dos. Il s'est fait clairement de l'argent sur mon dos. Parce qu'il vous dit, mais non, mais pourquoi il s'est fait de l'argent sur le dos si t'as payé, il a payé 11 000 et que tu as payé 11 000. J'ai dit, non, mais non. Lui, il a payé 11 000, mais il a récupéré 3 500, 3 700 $ de taxes à la fin de l'année. Donc lui, il a gagné de l'argent sur mon dos.
les aléas et les Je joies. sais même plus du où j'en étais. Donc sponsor. ouais, c'est ça. Et on était le 27 juin 2024. Donc tout était parti. J'étais toujours en working holiday jusqu'au 10 novembre 2024. Et my sponsorship finally came through le 30 octobre 2024. C'est marrant que tu te souviennes de la date Bah, exacte. je sais, c'est dans 2 ans. Oui. Pile. Les gens qui font des sponsors, vous connaissez Ah, la vous date du connaissez vos dates, début et hein? vous connaissez Ah, surtout la la date de date de fin. Ah, et bah, vous on y regardez tous viendra. les jours. Vous regardez tous les jours Ouais. le processing On y time sur du viendra parce que ATO. tu as une super info pour la date de fin à nous donner, mais tu nous le donneras juste après. Donc, en revenant un petit peu sur ce délai des 2 ans, beaucoup de gens pensent qu'au bout des 2 ans de sponsor dont on parlait, Yes. on obtient la résidence directement Absolument et pas. qu'on est libre. Est-ce que tu le savais toi à ce moment-là? Ah, moi, j'étais déjà au courant de tout. Ok. J'étais déjà au courant de tout. Je savais qu'il fallait faire le 482 Ouais. pour demander le 186. C'était Ouais. la seule option. Parce que alors, je rembobine un petit peu. Je vous ai dit que je m'occupais des visas, mais j'ai aussi des collègues qui sont en visa qui sont arrivés avant moi, mais qui font pas du tout le même job que moi, pas du tout administratif comptable, et qui font un visa 482 et 186. Donc, je me suis occupé de leur visa 186 également. Ok. Donc, je Ouais. connaissais je connais toujours l'intégralité du process du visa 482, 457, 186, tous les visas qui sont liés à l'entrepreneur, à l'employeur. Ok. Et, ouais. et donc, à la fin du 482, tu dois, le jour même, vous avez qu'un seul jour. Si vous avez un lawyer qui fuck up votre dossier, vous êtes dans la merde. Le 30 octobre 2026, si je veux appliquer pour le 186, j'ai que le 30 octobre 2026. Si je le fais le 29, ça va être refusé. Si je le fais le 1er octobre, le 31 octobre, ça va être refusé. Vous avez qu'un seul jour pour faire la demande. Ok. C'est vraiment. Et une fois que vous avez fait la demande, le temps de traitement, je précise encore une fois, c'est 20 mois. Actuellement, c'est 20 mois durant lesquels vous n'avez pas le droit de quitter le pays. Ni l'entreprise. Ni l'entreprise. Vous devez fermer votre bouche du début jusqu'à la fin parce que l'employeur peut juste, comment tu dis? Dénoncer. Non, se rétracter sans aucun justificatif et vous perdez votre visa. Et vous devez partir sous les 60 jours. Ok. Sympa. Et c'est arrivé pour un collègue. Ok. Ah, dans ouais. ta boîte. Ah, dans ma boîte. Qui s'est rétracté parce que. Un Colombien. Il est parti en vacances, non? Qu'est-ce qui s'est Non, passé? parce que moi, je n'étais pas forcément au courant de tout, mais en août 2025, je suis retourné en France et en Europe plus particulièrement à faire de vacances. Je suis revenu, bah, il n'était plus là. Il s'est pris la tête avec lui, il lui a retiré son sponsorship et je ne sais pas où il est. Ok. Bon, comme quoi ça peut être brutal et un sponsorship ou un 186 donc pour la résidence ne nous protège pas. L'employeur peut se rétracter à tout moment. Parce que le temps de traitement est 2 ans et pendant les 30 traitements, bah, en fait, vous n'avez aucun droit. Et deuxième chose que j'aimerais rajouter pour tous les Français, l'employeur n'a aucune obligation de faire le visa 186 pour la résidence à l'issue du 482 du sponsor. Et vous êtes dans la merde parce que vous n'avez plus que 60 jours, même pas. Je crois que vous avez 28 jours. Je crois que quand vous perdez quand vous n'avez plus de visa, vous recevez une lettre à la fin de votre visa qui vous dit que vous devez partir à l'issue de votre visa. Si vous ne partez pas, vu que tout est automatisé, vous recevez un email de la part du DHA, Department of Home Affairs, qui vous demande de partir sous 28 jours. Il vous laisse 28 jours. Et la police peut venir chez vous et je connais quelqu'un, un ami proche, un Irlandais, qui est resté, qui avait breach son visa et la police est allée chez lui. Et l'a dégagé. Amené Pas à dégagé l'aéroport. directement, ils lui ont donné 7 jours et ils lui ont dit il faut vraiment que vous partiez. Il est parti, il est retourné en Irlande, il a refait un student visa, il est revenu. Ok. Mais ils viennent vraiment vous chercher. Si vraiment, oui, ils peuvent vous chercher. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, parce que je connais des personnes qui sont sur le territoire australien de manière illégale, mais je connais une personne, en tout cas une proche, Chris, qui s'est fait dégager. Ok, donc il blague pas en tout cas avec ça. Non, il blague pas. Il faut respecter et voilà, le sponsor ne vous protège pas. Oh, fun fact, il a eu son visa, sa permanente hier. Ce même Chris qui a eu son student et il est passé par quoi, un skill visa Partenaire. Ok, partenaire. Alors, Partenaire valeur sûre. Je le connaissais pas quand il s'est fait virer. Ouais. Mais quand il est revenu, il m'a dit, alors je suis revenu en student visa, j'ai fait que 6 mois, ensuite il a fait le partenaire. Et il a eu hier sa résidence permanente de partenaire. Ok, bon bah, Hier. félicitations. Et on a invité ce soir. Ce soir pour sa fête. Donc ça a bien terminé pour lui, mais ça termine pas toujours bien pour tout le monde. Il s'est accroché, il est revenu, il a payé un student. Sachant qu'il est là depuis 10 ans. Il est là depuis et il est irlandais, il ne parle qu'anglais. Et un autre risque sur lequel j'aimerais alerter, qui aurait pu nous arriver, mais
Quand vous êtes en sponsor, si votre métier se fait retirer de la liste, vous ne pouvez pas faire la résidence. Et je pense même, je sais pas, est-ce qu'on peut aller au bout du sponsor? Tu sais comment ça se passe si le métier est retiré sur la liste pendant non, les 2 ans de c'est pour... sponsor? Non, ouais. Alors, je veux le dire parce que je connais quelqu'un qui était dans ce cas. Ouais. Alors, quand vous faites un sponsor, faut que votre liste faut que vos métiers, pardon, Ouais. soient sur la liste. Ouais. Une fois que vous déposez votre demande, si au cours de vos 2 années, le métier est retiré de la liste, vous continuez votre sponsor jusqu'à la fin. Par contre, vous ne pouvez plus faire la résidence permanente. C'est terminé. Via Parce le que votre 186. Voilà, vous pouvez plus faire la transition 482-186 parce que votre métier a été retiré dans les deux, 482 et 186. Donc à la fin, il vous dit mais non, tu peux plus demander. Et je connais quelqu'un qui a dû refaire 2 fois le 482. Ok, et qui a dû changer de métier du coup. Ouais. Et il est resté dans la même entreprise, Mais il a pu rester? oui, ça a été, Ouais. l'entreprise a menti. Elle lui a changé, il est passé de office manager ou je sais plus quoi à project manager. Ok, donc voilà, ça c'est un autre Un risque. Il risque. ne faut pas se dire que quand on démarre un sponsor, déjà trouver un sponsor c'est une première Déjà, chose. ouais. Le garder et aller jusqu'au Bah oui, 186, les gens ils c'en est oublient une ça. autre. Bah oui. Et il faut être prêt à se dire potentiellement vous restez pour 4 à 6 ans. C'est pas 2 ans, c'est 4 à 6. Mon seul conseil, c'est faites des partner visas. C'est le plus simple, c'est le moins cher, le plus simple. Au 2 ans, vous avez la résidence, il n'y a pas de test d'anglais, il n'y a rien de tout ça. En 4 ans, vous êtes citoyen. Allez hop, c'est terminé. Encore faut-il rencontrer quelqu'un, mais Ouais. on y viendra pour toi. Donc pendant ces 2 ans de sponsor, tu décides de passer le CPA, donc Certified Practicing Accountant. Yeah. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pour quelles Ok. raisons tu as décidé de passer cette certification? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu te souviens combien ça coûte, etc. Alors, le CPA ou le CA, c'est comment tu dis en français? Accounting bodies. Comment tu dis un body? Je sais plus non plus. Un organisme, Ouais. des organismes. C'est deux organismes comptables qui sont l'équivalent en français de l'ordre des experts comptables. En France, je suis donc diplômé d'une grande école, mais j'ai aussi fait, pour ceux qui connaissent, le DSCG pour devenir expert comptable, mais je m'étais arrêté là. Et donc, je voulais faire plus un job qui était relatif, comme je vous l'ai dit, un peu à de la fisca et du turnaround. Et donc, c'était plus lié à plus de la fisca, pardon, à de la compta que à de la finance. Donc, je me suis dit, je suis bloqué 2 ans dans la boîte, je sais que je peux plus partir. Autant fructifier ces 2 ans et faire quelque chose qui va me permettre de rebondir à la fin des 2 ans. Parce que certes en France, j'ai des diplômes qui sont assez entre guillemets solides, mais en Australie, c'est pas reconnu. Enfin, moi j'ai fait une grande école en France, mais c'est pas reconnu ici. Pour eux, c'est une université random. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, autant faire le CA ou le CPA. Bon, j'avais pris le CPA, bon, pour ceux qui ça intéresse, je sais pas si tu veux que je développe. On pourra développer plus tard si tu Ouais, veux, on y ok. reviendra. Mais oui, c'est super intéressant ce que tu auras à dire là-dessus. Je continue du coup. Et ouais, du coup, au niveau du coût, est-ce que tu te souviens Ouais. comment ça fonctionne? J'avais galéré déjà, parce que d'entrée de jeu, dès que j'avais commencé avec ma boîte, j'avais fait les premières démarches pour la reconnaître. Alors, pour devenir CPA, il faut que vous ayez déjà une licence en compta et en fisca, en compta ou en finance. Ouais, qu'ici ils appellent un bachelor. Un degree. bachelor, ouais, avec une majeure en compta. Et rien que cette partie-là, c'était une galère. Moi, ça m'a pris genre 6 mois pour qu'ils reconnaissent mes diplômes, sachant que j'avais plusieurs diplômes. C'est via une skills assessment à ce moment-là ou... C'est une sorte de skill assessment, mais un truc gratuit. Pour devenir membre. Voilà. Ils évaluent tes diplômes. Mes avant diplômes que tu puisses et devenir expérience, membre. ouais. Ok. Et moi, pour vous dire à quel point c'est mal foutu leur truc, c'est que j'avais créé 2 comptes. J'ai 2 prénoms. J'avais un prénom, un compte avec un prénom, un compte avec un deuxième prénom. J'avais fait 2 dépôts et les mêmes diplômes, exactement les mêmes. Hein, et j'ai pas eu le même résultat pour les 2 comptes. C'est-à-dire que pour un, il m'avait dit, non, pour ton bachelor degree, il me manque la partie droit, alors que j'ai fait 7 ans de droit en tout. Et pour, quand je dis 7 ans, pardon, 7 semestres. Et pour l'autre, il m'avait tout reconnu. Ok. Donc, j'avais continué avec l'un, j'avais pas continué avec l'autre. Et au bout d'un mois, j'ai appris, on peut merge les accounts là. Et du coup, l'autre partie, ils l'ont juste supprimé. Mais j'avais fait quelque chose, je pense, d'illégal. Mais en tout cas, j'avais eu 2 réponses différentes. Ok. Et il m'avait reconnu l'intégralité de mon undergraduate, qui est le bachelor. Et la partie la comptable
Je crois que c'était finance management et budget et quelque chose, un truc de compta. De la compta pure que j'avais Ouais. déjà passé en France avec le DCG qui est, je tiens à préciser pour ceux qui savent, 50 fois plus dur que les études en Australie. Mm. Et donc ici, quand j'avais terminé, j'avais juste repassé du coup éthique, gouvernance, stratégie, leadership, FISCA 1, FISCA 2 et ça coûte à peu près 2000 par semestre. Ok. Parcours, pardon. Parcours. Parcours. Et donc, tu as passé 5-6 cours, quelque chose comme ça Non, c'était que 4, pardon. 4, Et ok. éthique, leadership, c'était le même, Ouais. mais c'était 2 parties différentes Ok. dans le même cours. Ouais. Et stratégie, leadership, c'était dans le même cours aussi, Ouais. mais c'était 2 parties différentes. Ok. Et FISCA 1, FISCA 2, 4 cours, Ouais. 2 en même temps. Alors que normalement, c'est un programme de 1 semestre, 1 Ouais. cours. Parce que Ok. c'est un programme de 3 ans. Ouais. C'est 1 semestre, 1 cours pendant 3 ans. 6 Ouais. semestres. Donc, ça t'a coûté à peu près 8000 $, c'est ça, si tu avais Ouais, j'ai payé avec la boîte. Ah, C'était ok. je savais qu'ils ne voulaient pas m'augmenter. Mhm. Du coup, là, on était arrivé en décembre 2024. J'ai dit, bah, comme j'avais négocié des trucs, je savais qu'ils ne voulaient pas m'augmenter Mm. parce que j'étais sponsorisé. Je dis, écoutez, vous ne pouvez pas m'augmenter, mais est-ce que vous pouvez me donner une semaine de vacances supplémentaires? Ouais. Du coup, je suis à 5 semaines de vacances. Ok. Et je leur dis, est-ce que vous pouvez me payer mes cours d'expertise comptable, sachant que c'est complètement déductible pour vous. Et c'est pas un FBT, je sais pas si c'est qu'un FBT, un Fringe Benefit Tax. Ok. Bon, c'est pur fiscal, je pense Ouais. qu'il n'y a aucun des Français qui vont comprendre. Et du coup, il n'y avait pas de taxe en paie en plus, parce qu'en gros, si un employeur paye quelque chose de personnel à un employé, ils doivent payer une taxe supplémentaire dessus, qu'on appelle une Fringe Benefit. Fringe Benefit en français, c'est un avantage en nature, c'est l'équivalent d'un avantage en nature. Mais ça, pour l'éducation, pour la partie éducation, on est exempté. Et il m'a dit, OK. Et il m'a dit aucune fois. Et comme j'ai une Amex avec ma boîte, ben, je l'ai payé avec mon Amex. Et je crois qu'il l'a jamais vu en fait. Je crois qu'il a complètement oublié, mais il l'a jamais vu. Qu'est-ce que c'est une Amex? Une American Express. Ok. Ah, Du coup, une carte bleue. Une carte bleue. Ouais. Ouais, Du coup, j'ai ok. payé mes 2 premiers cours avec mon American Express Ok. et ma membership. Et en juin pour le 2e semestre. Donc là, on était en décembre. Donc en décembre, j'ai payé pour le 1er semestre de février à avril. Voilà. Et en juin, j'ai payé pour le 2e semestre de juillet à novembre. Ok. 2025, du coup, il y a quelques mois là. Ok. Donc, tu me disais Il y a normalement. beaucoup d'infos, désolé. Ouais, non, t'inquiète pas. Tu me disais que ça dure à peu près 3 ans normalement. Toi, tu l'as Ouais. passé en 1 an En an, ouais. avec, il me semble, une mention Ouais. en spécialité fiscalité. Ouais. Concrètement, ça ressemblait à quoi ton quotidien? Comment tu t'es organisé concrètement pour réussir à concilier un full-time, donc 38 Ouais. heures, même bonus, Ouais. avec cette certification en 1 an? Comment... Bah, j'étais déjà diplômé du DSCG en France. J'avais fait déjà mes connaissances, on va dire, scolaires étaient assez solides en fiscal et en compta, sauf pour la partie vraiment fiscale, mais ça m'intéressait clairement. Et bah, ça m'a grave aidé. Donc, à chaque fois que je voyais des cours, par exemple, leadership et éthique et tout, c'est considéré comme étant le plus difficile. Mais moi, ça m'a pris genre 2 semaines au lieu de, je crois que pour eux, normalement, ça doit prendre 3 mois. Comment j'ai fait? J'ai passé énormément de temps à la bibliothèque, Ouais. surtout quand je travaillais. Alors, je faisais du working from home, Ok. ça m'arrivait. Quand je faisais du working from home, bah, je faisais pas beaucoup de taf. J'avoue, je faisais pas trop de taf. Je bossais peut-être 3 heures et les 4 heures à la bibliothèque, je révisais. Mais quand on m'appelait, et bah, j'étais là. Oui. Mais je révisais en même temps. Au bureau, bah, j'ai bossé à fond par contre pour le bureau, vraiment à fond, à fond. J'arrivais 1 heure en avance et je repartais un peu plus tard parce que je compensais un petit peu. Et le week-end aussi. Et c'est pas des semestres qui sont aussi longs qu'en France. C'est-à-dire que j'ai commencé pour le premier, c'était janvier. L'examen était le début avril, mais officiellement les cours, enfin, il n'y a pas vraiment de cours. C'est toi qui as ton propre bouquin de 600 pages, tu dois réviser tout seul. Ok. Et ça devait officiellement, si tu suis le programme de l'organisme, tu devais finir en mois de mars. Ok. J'y suis allé de manière pas serein du tout, hein. Moi, je faisais plusieurs cours en même temps, je bossais en même temps, mais en fait, ça a été. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Je pense, je sais Et pas. beaucoup de travail, je pense aussi. Énormément de travail. T'as peut-être des facilités Ouais. du fait de ton parcours Ouais. d'avant. Et- L'anglais, ça n'a pas été un problème, sauf que je me souviens que j'étais tombé sur un mot que je ne connaissais pas. Je vais vous le dire, c'est dwindle. Et alors, c'est que du QCM en Australie et dans les pays anglo-saxons, c'est que du QCM. Et la question, c'était, je sais pas quoi, il y a quelque chose qui change, ça va dwindle le résultat. Bref, ça parlait de chiffres, ça va dwindle le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Je savais que dwindle, ça voulait dire monter ou descendre. Ok. Mais ça voulait dire quoi? Monter ou descendre?
Je ne connais pas Je ce connais mot. pas. Là, je suis arrivé à l'examen, donc il y avait plusieurs réponses. Donc c'était, après il y avait comme réponse, il y avait des chiffres. Ouais. Mais je savais que ça voulait juste dire, l'énoncé voulait dire soit monter, soit Ouais. descendre. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai dit que ça voulait dire descendre. Et du coup, j'ai eu le bon chiffre que j'ai vérifié après. C'est dwindle. Alors, plus communément, dwindle, c'est dwindle down. Donc, normalement, il y a le down, mais là, ils avaient omis le dwindle. Le down, pardon. Mais il y a plein de mots qui sont hyper scolaires. Par exemple, moi, je ne connaissais pas sound. Sound, pour vous, c'est un son. Oui. Mais ça veut aussi dire un truc hyper bien, un truc de ouf. Mais ça, c'est partout. Okay. Ils vont plus dire a sound financial analysis. A sound, mais ils vont pas dire a very good one. Ils vont toujours dire sound. Donc sound, je l'ai dû le voir au moins 1000 fois dans mes cours. Mais c'est des trucs qu'on ne voit pas. Mais pour eux qui sont complètement normaux, mais pour moi, je me dis, mais c'est quoi sound? Pourquoi il y a le mot son au plein milieu de la phrase? Mais en fait, ça veut juste dire génial, quoi. Parfait, génial, genre vraiment génial. Donc pour ceux qui veulent passer le CPA, vous avez déjà une base de vocabulaire grâce à Ryan. Dwindle. Ah, ça m'a choqué ce mot. Dwindle. Ah, ça m'a fait stresser. À l'examen, hein, tu as 70 questions. Tu as une question, ça devait être. Je sais pas. En fait, à chaque fois qu'il y a des questions qui sont relatives, une question qui est relative aux chiffres, je me dis, bon, allez, c'est bon. Allez, je vais comprendre, je vais décortiquer, je vais faire mes calculs. Et par contre, quand il y a des questions qui sont littéraires, il y en a beaucoup, surtout pour la partie éthique. Ouais. Et même dans Fisca, pour la partie éthique en Fisca, parce que tu as fait de la Fisca, donc tu vois qu'il y a beaucoup d'éthique aussi dedans. Ça, c'était la partie la plus chaude, quoi. La plus chaude. Parce que tu dois comprendre. C'est un gros contexte de un paragraphe, peut-être sur 7-8 lignes. Et après, tu poses des questions sur son éthique. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et va comprendre le texte déjà. Parfois, le texte, je ne veux pas dire que tu ne comprends pas, mais ça m'est arrivé qu'à 9 sur 10 que je comprenne. Et 1 sur 10, je ne comprends même pas le texte. Et parfois, les réponses, j'ai du mal à comprendre. Et ça, c'est l'anglais, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il peut dire que c'est un mur, mais si vous avez un anglais français, là, c'est mort. Va falloir travailler 2 fois plus. Ah ouais, son vocabulaire et vous n'avez pas le comptable, temps en plus. Hein. fiscal. Ça va être C'est plus eux qui de vous travail. mettent, c'est eux qui vous mettent l'examen. C'est pas toi qui décides. C'est-à-dire que moi, l'examen, c'était le samedi 11 avril. Oui, j'allais te demander, pour les dates, c'est quoi? C'est 1 fois par an, 2 fois par an? C'est 1 fois par semestre. Ah, ok. Ouais, donc 2 fois par an. 2 fois par an, 1 fois par semestre, puis tu dois repayer l'intégralité du cours. Ok. Tu peux pas juste t'inscrire à l'examen. Ok. Et tu vas là-bas, tu choisis, c'est un ordinateur, tu es en centre d'examen. J'avais même pas le droit d'avoir mes chaussures. Ah. Ouais, ils m'ont fait retirer mes chaussures. On passe l'épreuve en chaussettes? Ouais, moi j'étais en chaussettes. Ok. Après, moi je m'en fous. Hein. J'avais mes Birkenstock. C'est à l'australienne finalement. Ouais, clairement. Et on te suit quand on va aux toilettes. Ah ouais, c'était vraiment. Pas moyen de tricher. Absolument pas. T'as une caméra au-dessus de toi. Ok. Dans une salle d'examen. C'est une salle d'examen, vous êtes genre 6-7. Ouais. Et vous faites tout derrière un ordinateur. Vous n'avez même pas le droit d'avoir une feuille de stylo. C'est open book. Je tiens à préciser que c'est open book. Mais t'as vraiment pas le temps de chercher en réalité. Donc tu dois connaître les réponses. Et t'as même pas le droit d'avoir de stylo. Mais tu as le droit d'écrire. De toute façon, pour de la compta, tu es obligé d'avoir un truc. Mais il te file une ardoise. Ok. Mais tu n'as pas le droit d'apporter ton propre feutre. Ok. Tout est désigné pour que tu ne triches pas. Et tu as une caméra qui te filme 24h/24. Wow, ça doit être stressant presque. Tu dois te dire, même si tu n'avais pas prévu de tricher, ouais, tu as peur de te gratter le nez. C'est ça, stressant. Mais tu as 70 questions. Tu dois passer à peu près 2 minutes par question. Au bout de la première question, tu oublies directement le centre d'examen. Tu fais juste tes questions. Quoi. Et donc, c'est un QCM par épreuve. Tu sais, tu avais 4 genres matières. Ouais. Ouais, c'est ça. Un gros QCM de 70, dont il y a à l'intérieur, il y a genre 8 questions à. Ils appellent ça Extensive Answer Questions, où tu dois en fait faire de la rédaction. Ok. Et donc, tu as tout réussi du premier coup? J'ai tout réussi du premier coup. J'ai eu de la chance. Hein. Au bout de 1 an de préparation, un peu moins? 2 mois et 2 mois. 2 mois de préparation, mais 2 mois à chaque fois? Ouais, parce que j'avais fait le débile. Pour la deuxième semestre, je m'étais inscrit au mois de juin. On a eu les cours au mois de juillet. Et une semaine après, je partais à Paris pour 1 mois. Ah, ok. Donc, j'ai pas révisé à Paris. Ok. Et je suis revenu en fin août. Ouais. Je suis arrivé exactement le jeudi 21 août 2025 à Sydney. Mon examen était je crois que le 9 ou le 10 octobre. J'avais 1 mois pour faire 2 cours, intégralité de 2 cours. C'était Fisca 2 et Leadership. Je disais que Leadership et tout, je l'ai fait en 2 semaines. Parce qu'en fait, c'est pas pour moi, c'était contre moi parce que j'avais plus le temps. Je l'ai fait en 2 semaines parce que j'avais plus le temps, j'avais plus que 2 semaines. Et je pense que j'étais allé de manière hyper passionnante.
hyper patient. Mais honnêtement, j'ai pas eu de mention sur ça. Mais Mais tu l'as eu. franchement, je suis trop content compté. parce que c'était tellement l'horreur. L'horreur. Je suis trop content de ne pas avoir à le refaire. Tu m'étonnes. Et donc, ton employeur, est-ce qu'il était au courant Absolument pas. Ouais, parce que Je ça, pense qu'il a souvent... oublié. Ok. Il a tout oublié. Donc, tu lui as jamais dit que tu passais ça en même temps? Enfin, comment tu as abordé ce sujet avec lui? En fait, je devais faire une dernière réunion de fin d'année. C'était le 21 décembre 2024 quand j'avais demandé mon augmentation. Je me dis, ça fait 1 an que je suis là, etc. Est-ce que je pourrais avoir une augmentation? Je vois que financièrement, on n'a pas eu l'augmentation enfin, les chiffres d'affaires qu'on voulait avoir. Je dis, bah, dans ce cas-là, est-ce que je peux avoir au lieu d'avoir une augmentation annuelle sur mon salaire, est-ce que c'est possible d'avoir peut-être un avantage en nature pour l'an prochain? Et du coup, j'avais proposé l'intégralité de mes cours de CPA payés, qui étaient déductibles, et une semaine de vacances. Ouais. Mais en fait, je lui ai fait signer. Mm. Donc, j'ai un document, j'ai un addendum, donc qui est un avenant à mon contrat. Mais en fait, depuis ce jour-là, donc c'est exactement le 21 décembre, le jeudi 21 décembre 2020, je connais bien les dates, Ouais. 2024, il partait en vacances aux États-Unis. En Ok. fait, on Vous n'en a en avez jamais plus. reparlé. Non. Et je crois qu'il n'a pas remarqué que j'avais utilisé l'American Express Ah. pour payer mes cours. Bah, après, c'était dans votre avenant au contrat, Ah ouais, donc ouais, t'as rien ouais. fait d'illégal. Mais j'ai pas il voulu avait lui rappeler ouais. parce que c'est un connard avec moi. Un Mm. énorme connard. Et donc, ça, j'aimerais bien qu'on en parle au niveau Ouais. salaire. Souvent, quand on signe un sponsorship, c'est quand même, enfin, moi, de ce que j'en connais, c'est assez rare d'être augmenté pendant le sponsorship. Ouais, En général, il se case, on en parlait tout à l'heure, soit au salaire minimum ouais, la plupart du temps, ouais. du sponsorship qui est de 76 500 $, quelque chose comme ça. 67 515. Ouais, très bien. Mémoire des chiffres et des dates. Et, ou alors, il se case sur ta convention. De quoi on parlait, tu sais, du Non. salaire minimum que tu avais, c'était par rapport au high remuneration. Bah, en fait, ça doit être non. Alors, il y a oui et non. Il y a en français, on appelle ça des conventions collectives. En Australie, ils ont un organisme qui s'appelle Fair Work pour ça, qui est du coup l'équivalent qui est l'équivalent un peu des prud'hommes, tout ce qui est relatif Droit du travail. au droit du travail. Mais c'est aussi les personnes qui fixent les conventions collectives qu'on appelle des awards. De toutes les personnes qui vont peut-être écouter mon audio et qui vont dire mais putain, on les paye $30 de l'heure, c'est trop bien. Bah, vous savez que 90% des réels que je vois sur Internet ou des messages sur des groupes WhatsApp des Français en Australie où ils disent je cherche un laborer à $30 de l'heure en casual. Alors vous savez que votre employé, pardon du mot, mais il vous baise, et il vous paye en dessous du minimum légal. Donc pour lui, avoir des Français qui vous payent $30 de l'heure, pour lui, c'est faire une économie sur vous et c'est illégal parce que vous avez un award qui vous protège et qui vous donne normalement un salaire minimum. Donc pour moi, dans ma boîte, on payait des gens à $26 de l'heure, $27 de l'heure, mais le minimum, c'est 33,19. Mais les gens ne savent pas. Et je ne l'ai bien évidemment pas dit à personne parce que j'avais pas le droit. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, alors le sponsor, on a déjà parlé, mais concernant par exemple le choix du CPA, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu recommanderais pour les Français qui voudraient faire reconnaître leur diplôme, passer des diplômes australiens dans la comptabilité, la fiscalité, la finance ici? Alors, faudrait déjà faire une distinction entre les métiers à profession libérale et les métiers qui ne sont pas à profession libérale. Les métiers à profession libérale, vous êtes obligé d'avoir un diplôme reconnu par votre État. Ça peut être soit un state, donc régional, ou ça peut être le pays. Tout comme en France. En France, pour être expert comptable, il faut que vous soyez expert comptable et enregistré à l'ordre des experts comptables. Vous êtes avocat, pareil. Vous êtes médecin, pareil. Pour tout cela, vous n'avez pas d'autre choix que de faire reconnaître vos diplômes et repasser tous les diplômes, toutes les unités qui vous manquent, qui n'ont pas été reconnus. Et vous pouvez voir différents organismes. Donc, il y a IP pour la compta, il y a IPA, CPA, NCA. IPA, c'est le plus simple, mais c'est le moins reconnu. Donc, je me suis dit, allez, fuck, je ne prends pas celui-là. CA, c'est le plus reconnu. Mais j'avais fait une mauvaise étude. Tu me diras, c'est la deuxième fois avec mon visa et le CA. Et je pense que j'aurais pris le CA plutôt que le CPA. Le CPA, c'est comment ils le voient ici en Australie. Le CA, c'est plus pour travailler dans un cabinet. Quand je dis cabinet, c'est pour des public practices.
Un public practice, c'est quand donc un public practice, c'est tout ce qui est relatif à un cabinet ou une étude. Donc ça peut être une étude notariale, ça peut être un cabinet comptable, voilà. Donc c'est pour travailler dans les gens du Big Four, donc KPMG, Deloitte, faire de la comptabilité pour les autres. Et le CPA, c'est plus relatif aux personnes qui veulent faire de la compta et de la fisca in-house pour soit des petites entreprises, soit pour des grandes entreprises, mais qui n'ont pas comme business model de la compta ou de la fisca, qui font par exemple Total. Voilà, vous faites de la fisca pour Total chez Total. Donc CPA, c'est pour in-house et CA, c'est plus pour faire de la public practice. Moi, je voulais faire je connaissais pas la différence, donc j'aurais peut-être dû faire CA, mais j'ai fait le CPA. Mais en réalité, une fois que vous avez l'expérience, il n'y a plus aucune distinction. Moi, tous les postes auxquels je postule, ils demandent tous bachelor degree and qualification as a CA or CPA. IPA, je ne l'ai jamais vu, jamais vu. Donc CA ou CPA. Mais sinon, il n'y avait pas d'autre choix. Pour les autres métiers, ingénieurs, tout ça, enfin, tous les métiers qui ne sont pas des professions libérales, ça va être plus compliqué, honnêtement, je pense pour vous. Pourquoi je dis plus compliqué? C'est parce que vous n'avez pas forcément d'organismes qui va être là pour avoir votre, j'allais dire le mot en anglais, je ne sais pas si ça se dit en français, that's gonna have your back, qui va vous aider. Ouais, protéger, soutenir. Ouais, soutenir. Et surtout les entreprises, ici, c'est très. Alors, gardez une tête en chose, pardon. Une chose en tête. Une chose en tête. Ici, on est en Australie, mais c'est un système américain, ce n'est pas un système anglais. Tout est à l'américaine. C'est-à-dire que les entreprises, elles vont pas se prendre la tête, elles vont dire, vous avez votre qualification, fair enough, vous l'avez, mais nous, on veut une qualification de ce pays. Et moi, si j'ai pas mon CA ou CPA, je ne peux postuler à littéralement zéro de mes jobs. Zéro de mes jobs. Aucun. Et ils me demandent mon numéro d'expert comptable ici, à chaque fois. Ouais. À chaque fois, pour vérifier. Parce que tu peux vérifier directement. Ouais. Donc, c'est un peu à double tranchant. Ça va vous faire chier pour toutes les personnes qui travaillent pour une profession libérale. Ça va vous faire chier de reprendre les études parce que, évidemment, rien ne va être 100%, enfin, 100% ne va pas être reconnu. Mais, à la fin, c'est pour quelque chose de beaucoup mieux que quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur d'une école en France, mais qui galère et qui va galérer toute sa vie à se la faire reconnaître, pas toute sa vie, jusqu'à sa première expérience concluante, quoi. Ouais, alors pour les ingénieurs, je connais pas très bien le système. Par contre, je sais qu'ils ont un organisme qui s'appelle Engineer Australia. Ok, bah ça, en France, il n'y a pas, je crois. Ouais, mais Ok, en je savais pas que Australie, c'est ils vrai. ont vraiment un organisme, un seul. Ils n'ont pas CPA, Ok. il n'y en a pas trois différents, il n'y en a qu'un. Et qui s'occupe de reconnaître vos diplômes. Ok. Donc, je pense honnêtement que ça ne sera pas forcément plus difficile parce que j'ai l'impression qu'ils reconnaissent beaucoup les diplômes français. Peut-être comme nous, quelques équivalences à repasser ici. Ouais, ok, Mais je savais pas. voilà, ils ont leur propre organisme. En France, je suis pas sûr qu'il l'ait. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'organisme ou Probablement pas. Mais en tout cas, d'organisme pour les ingénieurs. Ouais, en tout cas, Vous avez un diplôme d'ingénieur et ça s'arrête là, quoi. Ouais, en tout cas, je sais qu'en Australie, c'est reconnu, ils ont leur propre organisme et que c'est très recherché. Yeah. Ils recherchent énormément en skilled, Ouais. d'ingénieurs de tout, civil, construction. Et pour les skis, pour les entreprises, ça se passe comment? Comment ils font pour recruter? Pour moi, c'est la même chose. Ok. Pour moi, tu peux faire, donc pour les ingénieurs, ils peuvent faire un sponsorship sans skill assessment. Ok. Maintenant, s'ils veulent faire un skill visa et ne pas dépendre d'une entreprise pour toutes les raisons qu'on a énoncées, vous pouvez faire un skill visa directement, donc 189, 190 ou 491 selon voilà, vos expériences, etc. Et il faut que vous passiez par Engineer Australia. C'est le seul organisme qui fait ça et qui va vous reconnaître vos diplômes et vous dire s'il y a des UV manquantes que vous devriez repasser ici. C'est un petit peu même système, peut-être plus facile parce que c'est pas indépendant comme tu dis. Donc la reconnaissance est peut-être plus lisse, tu vois. Mais voilà, ne vous inquiétez pas les ingénieurs, je pense que c'est peut-être pas pour plus les ingénieurs, difficile. mais tout ce qui font du marketing, Ouais, de là, la par contre, ça communication. va être différent. Franchement, bonne chance. Honnêtement, j'ai pas envie, c'est méchant de le dire, mais j'ai pas envie d'être à votre place. Ça va être quasiment impossible si vous n'avez pas de piston. Ouais, marketing, c'est plus dur parce que c'est un secteur bouché, que ce soit en France ou en Australie. C'est bouché partout. Et vous venez d'une entreprise, d'une école française, à moins que vous ayez de super expériences. En fait, il va falloir qu'on vous donne la chance. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Sans vous donner la chance, on va même pas vous laisser les moyens de prouver ce que vous voulez, ce que vous valez. C'est ça le plus dur. C'est ça.
Et en tout cas, voilà, s'il y a des gens en marketing ici qui ont réussi à avoir un sponsor ou faire ça existe, un évidemment. skilled visa aussi, parce que marketing spécialiste est un métier sur la liste pour le moment, Mhm. même s'il est très concurrentiel comme comptable. Dites-nous dans les commentaires, on est intéressé de savoir comment ça se passe pour vous. C'était quoi la question d'origine, si je peux Ouais, répondre assez ouais. brièvement? Par rapport au CANS, c'était aujourd'hui, tu dis que si c'était à refaire, tu choisirais CANS. On dit juste CA. Ouais, CA. CAN, c'est juste Australia, New Zealand. Ok. Comment IPA, tu tu sais? vois, IPA, je disais tout le temps, je sais plus ce que c'est le. IPA? Oh, Ouais, je sais même pas. ouais. Franchement, je Non, connais pas. ils avaient un autre petit truc accroché. Du coup, je disais le nom de l'organisme en entier, tu sais. Ah, ok, je savais pas. Ouais. Ok. Genre, je disais CPI Australia, CAN, c'est IPA, je sais plus. Oh, ici, on dit juste CA, Ouais. CPA, mais Donc- on dit pas ANZ. Parce Ouais. qu'en fait, le CA, c'est un organisme australien et Ouais. néo-zélandais. Ah, ok. Et tu peux Ouais, ça y est. et tu peux choisir tes cours soit pour Ouais. fiscalité australienne, Ouais. soit pour Ou- fiscalité ok. néo-zélandaise. Ok, ouais. Mais je pense que tu l'as couverte, hein, parce que si c'était à refaire, Ok. qu'est-ce que tu choisirais? Toi, t'as dit que Ok, que j'aurais tu ferais refait plus CA. CA. Donc, on enchaîne sur la suite. Donc, ton employeur te propose donc la résidence permanente via le visa 186, on appelle ça TRT, Temporary Resident Transition. Ça, c'est le visa qu'on utilise après le sponsorship. Le jour où tu leur annonces que tu ne fais pas cette résidence avec eux. C'est il y a 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont fait sentir qu'ils t'avaient donné ta chance et que tu leur devais quelque chose? Je pense qu'on a sauté un épisode avant d'en arriver à là. Ouais, vas-y, raconte. Bah ouais, parce on n'a pas dit pourquoi je voulais pas faire Oui, tout à fait. la résidence permanente. Alors ça fait 2, en fait, pas le jour, mais quasiment 2 semaines après avoir eu mon visa 482, mon boss, il a changé de mindset. Ouais. Il est devenu hyper méchant avec moi. Il me menace sur l'arrêt de mon visa pour annuler mon visa, sachant qu'un employeur peut arrêter votre visa quand est-ce qu'il veut, hein. Il peut pas vous licencier, mais par contre, il peut withdraw un visa, mais sans aucun Justification bah ouais. valable. Et du coup, vous êtes obligé de démissionner en fait. Il me faisait faire plein de choses illégales, il me faisait faire plein de choses immorales, il me harcèle par message, le week-end, les jours fériés, quand je suis en vacances, quand je suis malade, après les heures de travail, sur mon téléphone perso. Et il m'a fait vivre un enfer, honnêtement un enfer. Un enfer! Je veux dire, tellement un enfer que j'ai un avocat avec moi, donc c'est pas voilà. Donc, quand je lui ai dit il y a 2 semaines que je voulais pas faire le sponsorship, en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. En fait, alors moi, au bureau, j'ai mon propre bureau, je suis le seul à avoir mon propre bureau. Et il est venu me voir, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, il est venu me voir, il me dit: «Tu pas assez grateful de toute Reconnaissant. ouais, Ouais. tu pas assez reconnaissant de la situation, on t'a aidé depuis le départ, je te file un salaire». Et moi, en fait, comme j'arrive à la fin de mon visa, je vous rappelle que c'est dans 2 jours, et j'étais en mode: je vais rétorquer, I'm gonna talk back, et je m'en fous. Et je lui dis: «Mais c'était même pas il y a 2 semaines, hein, pardon, mais c'était mercredi, il y a 10 jours». Ok. Sachant qu'on est Ouais. samedi là. Ouais. C'était il y a exactement 10 jours. On s'était embrouillé par rapport à un sick leave. Et je lui ai dit, mais anyway, je vais le dire les mots me viennent en anglais parce que toute la situation s'est passée en anglais. Je lui ai dit: «Mais t'es complètement, je sais pas comment on dit, délusionné, Plus les pieds sur terre, non, déconnecté. ah ouais, voilà. Déconnecté de la réalité. Je lui dis: «T'es complètement déconnecté de la réalité, tout le monde te déteste dans l'entreprise. Ce que tu me fais faire, c'est complètement horrible. Tu penses vraiment que je vais faire mon 186 avec toi? T'es complètement malade. Tu fais que de parler sur mon dos. La personne que tu as virée l'an dernier, c'était un manager aussi, donc c'était le Colombien dont je parlais juste avant, m'a tout dit le jour où il est parti, que tu parlais grave sur mon dos, que tu n'aimais pas mon travail, que tu voulais me virer, etc. Je lui ai dit que, ah oui, mais quand je vous dis qu'il me faisait du sale, j'ai accès, donc on n'a pas de RH, c'était moi qui faisais le RH, il avait viré parce qu'il s'est rendu compte que je faisais un meilleur travail que les RH, donc toute la partie RH m'incombait également, donc j'avais accès au dossier RH. Et un jour, je l'ai bloqué sur WhatsApp quand j'étais en vacances en Europe. Un jour, je l'avais bloqué quand j'étais en vacances à Paris, parce qu'il me harcelait. Je l'ai bloqué, vraiment littéralement bloqué. Vous allez sur WhatsApp et je l'ai bloqué. XXX is blocked. Et ben vous savez ce qu'il a fait quand le jour où je l'ai bloqué?
eh ben, il a créé une lettre de licenciement. Il me l'a mis dans mon propre dossier RH. Wow. Dans mon dossier RH. Ok. Et il a dit à mes collègues, faites en sorte que moi, Ryan, regarde le dossier RH pour que Que tu je le vois la vois. lettre. Et j'étais en vacances. Et Ok. l'information m'est parvenue. J'étais à Mm. Paris. Du coup, je regarde le dossier, j'ai accès sur mon Google Drive. J'ai accès, je vois que mon dossier. Déjà, premièrement, je clique sur Google Drive, je vois que mon dossier numéro 1, alors que c'est le week-end, qu'il a été modifié il y a 1 heure. Ah. Mm. Sachant qu'on a 10 000 dossiers, hein, Ouais, à peu ouais. près 10 000 dossiers, je suis au numéro 1. Pourquoi je suis tout en haut? Je clique dessus, je vois qu'il y a écrit Termination Letter, Mm. alors que j'étais en vacances. Parce que je l'avais bloqué. Mm. Et je lui ai dit, mais t'es complètement fou. Donc, je reviens sur ce qui s'est passé il y a 10 jours. Je lui ai dit, mais t'es complètement fou. Tu crois vraiment que je vais faire ça? Je lui ai dit, mais moi, je préfère crever que bosser avec toi. Je vais m'arrêter bientôt. Je fais mon travail jusqu'au bout. Je viens tous les jours au travail. Et je lui ai dit, on parlait d'un sick leave parce que je voulais aller chez le dentiste. Je voulais appliquer un sick leave. J'en ai encore 11. Mm. Et il me dit, ça marche pas comme ça. T'es pas vraiment malade. Tu vas juste chez le dentiste. Je dis, ben, je lui ai dit comme ça. Je vais le dire en anglais. Je lui ai dit, anyway, you've done so much shit to me. If I want to go to the doctor and get a stress note, I can use all my sick leave and you have nothing to say. Et il me dit, ça marche pas comme ça. Parce qu'en Australie, donc moi j'ai vécu au Canada, je sais que ça fonctionnait comme ça. Il y a des doctor notes, il y a des certificats médicaux, mais il y a aussi, un certificat médical peut être aussi délivré par un psychologue, Oui. peut être délivré par un pharmacien, peut être délivré par n'importe qui. Et il y a ce qu'on appelle communément dans les pays anglo-saxons, un stress leave. Ça existe, un stress leave. Et même au Canada, ce qui n'est pas le cas parce que j'ai fait la différence, au Canada, c'est même en plus de votre sick leave. Ouais, Vous ok. avez annual leave, sick leave, stress leave, en plus de ça. Et je lui ai dit ça, il me dit ça ne marche pas comme ça. Je dis, bref, j'ai talk back. Et à la fin, je lui ai dit, écoute, il faut que tu sois d'accord sur un point, qu'on n'ait pas la même vision. C'est tout. Parce que le mec, il était complètement fou. Complètement. Voilà. Et depuis ce jour-là, je crois qu'il a bien compris que j'allais partir. Et en fait, il s'est rendu compte de ma valeur également, de ce que je représentais au travail, le jour où il a essayé de recruter des personnes pour me remplacer. Ah. Des personnes d'une cinquantaine d'années. Hein. Un mec qui avait commencé. Il me l'avait fait en mode faux. Mais quand je vous dis que c'était un connard, je vous dis que c'est un connard. Hein. Il avait recruté un financial controller pour me remplacer. Donc, il voulait quelqu'un de plus expérimenté, etc. Donc, mais il ne voulait pas me licencier directement. Il voulait faire le handover. Le handover, la passation. Ouais. Que tu lui transmettes les dossiers. Les dossiers, les informations. J'avais beaucoup d'informations dans ma tête. Mm. Énormément. Mm. Et en fait, je suis parti. J'étais parti, c'était il n'y a pas longtemps. Quand je dis qu'il n'y a rien pas longtemps, il n'y a pas longtemps. Il y a 2 mois, quand j'étais en Thaïlande, il bossait avec moi depuis genre 2 semaines. 55 ans, australien, beaucoup mieux payé que moi, plus proche du 200 000. Ok. Et pendant que j'étais pas là, il devait reprendre tout mon dossier. Mm. Tous. Et ben en fait, pendant ces vacances-là, ils m'ont appelé tous les jours. Oh. Tous les jours en Thaïlande. Tous les jours quand j'étais en Thaïlande, j'étais en train de bosser. Et je dis, mais pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il ne fait pas la paye? Pourquoi il ne fait pas ça? Et ma collègue, elle m'appelle, c'est elle qui m'appelle tout le temps. C'était ma RH à moi, Ouais. du coup, qui était sous moi. On avait recruté une RH qui était sous moi. Elle me dit, mais il va se faire virer parce qu'il ne comprend rien, en fait. Il se rend compte que sans toi, la boîte, elle ne marche pas. Mm. Il me dit, il n'y a personne qui sait faire la fiscale, personne qui sait faire la compta, personne qui sait faire la paye. Il n'y a rien qui est fait. Je dis, mais comment ça, il n'y a rien qui est fait? Et il me dit, même les apply the payment, c'est pas fait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait de la journée? Il arrive à 6h30 en plus. Le jour où je suis rentré de vacances, ils ont licencié. Oh. Ils ont licencié le contrôleur financier, ils ont licencié le contrôleur, le directeur logistique, ils ont licencié le directeur commercial, ils ont licencié la RH et ils ont licencié le production manager. Et tu sais pourquoi ils ont licencié tout le monde quand je suis revenu? Parce que tu Parce que allais. non, parce que ça ne savait pas faire des licenciements. Ah. Ils ne savaient pas faire les termination pay slips. Donc en fait, ils voulaient licencier tout le monde, sauf mon boss. Ouais. Mais comme ils ne savaient rien faire, ils ont dû les payer jusqu'au jour où je revienne. Ok, pour que tu fasses les. Et moi, le les premier jour où je suis lettres, arrivé, j'ai fait 4 entretiens de termination. Waouh. Pour des personnes qui sont beaucoup plus payées que moi. Hein. Le directeur commercial était à 200 000. Licencié. Et en fait, il a été, malgré lui, il s'est mis tout seul dans la sauce. Quoi. Il s'est fait licencier parce qu'il ne savait rien faire. Et depuis ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte que en fait, je suis malheureux. Un peu irremplaçable. C'est ça. À C'est l'heure pour ça que j'ai actuelle, commencé en à tout cas. talk back. Ouais. C'est pour ça. Il y a beaucoup d'histoires. Je te dis, il y a Ouais. beaucoup d'histoires. On va essayer d'avancer Oh, quand même, parce putain. qu'à mon avis, si on épilogue, Ça fait on peut plus encore d'1 heure. rester. Ah, mais j'ai encore demain. beaucoup. En tout cas, je me fais énormément de potes dans ma boîte. Hein. Ouais, c'est Des tant mieux. personnes qui ont démissionné. Je suis là depuis 2 ans et demi. Et sur à peu près 25 postes de bureau, j'en ai vu 80. Waouh.
mon boss est horrible avec tout le monde. Mm. Mais les seules personnes qui restent, c'est les personnes sous visa. En Donc, sponsor, bon courage pour les courtier. personnes. Honnêtement. Et donc, on arrive à la partie chouette de ton sponsor. Ouais. Pendant ton sponsor, tu rencontres ton partenaire Ouais. qui a obtenu lui-même sa résidence permanente il y a quelques temps maintenant. Et tu décides de faire un partner visa à la place. Pourquoi ce choix? Ah, clairement, parce que faire un partner visa, déjà, c'est un visa qui me coûte moins cher que faire le 186 avec mon boss. En termes de coût, le partner, il est à peu près à 10 000 $ que j'ai payé. Et mon boss m'aurait fait payer l'intégralité des frais du 186 qui s'élève à peu près à 16 000. 16 000, quand je vous dis 16 000, c'est mes frais à moi, les frais de l'entreprise et les frais de visa et les frais d'avocat. Car même si tu étais irremplaçable, il ne voulait pas payer aucun frais concernant tes visas. Non, impossible. Impossible. Moi, ça y est, je me suis dit, bon, allez, j'ai fait 2 ans et demi d'horreur avec lui, beaucoup de stress. Franchement, ça en vaut pas la peine. Quand je vous dis stress, c'est énormément de stress, hein. Et je voulais voir quelque chose d'autre. Ça y est, je suis qualifié maintenant, je suis expert comptable australien depuis octobre 2025. Normalement, je vais pouvoir trouver un autre job ailleurs, mais avec mon visa actuel, parce que c'est encore resté bloqué 2 ans avec la même boîte pour un job qui ne m'intéresse pas forcément plus que ça. C'est pas suffisamment technique. Et moi, je vais refaire plus de la finance ou de la fisca ou de la compta technique. Donc, pour moi, il n'y avait pas de... Je savais déjà que j'allais faire le partenaire il y a déjà 1 an. Là. Donc, c'était un peu le prix de ta liberté. Ah, en tout cas, moi, je regrette pas du tout. Par rapport à cette entreprise. Ah, clairement. Et comment ça s'est passé du coup concrètement le partner visa? Vous avez pris un agent d'immigration, vous l'avez fait vous-même? Combien ça vous a C'est moi qui ai coûté? tout fait. Ah, moi, j'ai tout fait. Quand je vous dis j'ai tout fait de A à Z. Je crois qu'il est même pas au courant que... Enfin, il est même pas au courant que... Ton employeur, hein, pas ton partenaire. Ouais, non, mon partenaire. Ah, ton partenaire. Non, il connaît rien du tout. Bon, il était d'accord quand même. Oui, il était d'accord. Il était d'accord, mais c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Je me suis renseigné énormément. Je suis parti sur les groupes Facebook, j'ai pris les photos. J'ai tout mis. Tu sais, je suis comptable, donc j'ai une rigueur qui est même assez solide. Plus de ça, quand tu fais de la fiscale, tu dois être vraiment précis. Donc, mon dossier est propre. C'est-à-dire qu'il y a à peine 10 documents, mais dans les 10 documents, il y a énormément de pages. Il y a des sommaires, il y a des, comment tu dis, une page de sommaire dans chaque fois pour les police clearance. Ça peut se faire tout seul. Vous passez par un avocat, ça coûte entre 2 et 5 000 selon l'avocat. Je me dis, bon, allez, hop, je vais le faire tout seul. Je dis, mon CPA est terminé, j'ai beaucoup de temps. Et j'ai de la chance au bureau, je suis manager, donc il n'y a personne qui me fait chier. Donc, je l'ai même fait énormément pendant le travail. J'ai dû passer genre 10 heures dessus pendant que j'étais au travail à faire mon partner visa. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, faut pas se louper, mais c'est pas compliqué à faire. Et surtout, tu avais pris un petit peu, pas dans les partenaires, mais tu avais pris un peu d'expérience dans les visas de manière générale. Donc maintenant, tu savais fouiller sur le site de l'immigration, tu es hyper à l'aise en anglais. Voilà, peut-être ceux qui sont pas très à l'aise en anglais, qui maîtrisent pas les sites de l'immigration, on pourrait peut-être si vous n'êtes pas administratif, allez prendre un avocat. Clairement. Voilà, la résidence, c'est pas un risque qu'on prend si on sait pas comment organiser son dossier. Voilà, faut quand même être rigoureux. Clairement. Mais toi, tu étais confiant en tout cas là-dessus. Ah ouais, 100%. Je voulais pas payer encore 5 000 $. Je venais de m'acheter ma voiture et tout là. Puis il y avait peut-être aussi une sorte de méfiance maintenant vis-à-vis des avocats, c'était le des même. agents. Ouais, mais tu sais que j'ai limite insulté au téléphone. Hein. Quand tu as appris que tu aurais pu faire un 186 directement, direct on try. Non, pas comme ça. Quand je lui ai dit que je voulais faire le partner visa. Je dis parce que moi je connaissais pas les frais, je me suis dit ça allait peut-être 1 500 $ et tout. Je l'appelle. C'est quelqu'un que j'ai régulièrement au téléphone, puisque je fais les visas pour les autres. C'est moi qui fais l'introduction. Je l'appelle, je lui dis, tu prends combien pour le partenaire visa, etc. Et il me dit 5 000. Il me dit, je peux te faire une réduction à 4 000. Je dis, non, franchement, ça ne m'intéresse pas, merci. Il me dit, pour faire, je préfère. Je dis, je veux faire tout seul. Et puis, moi, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. J'ai tout fait tout seul. Tu es très autodidacte. Ah, je kiffe. Mais surtout, avec les AI, aujourd'hui, là, il y a plein d'informations que j'aurais pu louper. Mais que vous posez les questions que vous avez, au lieu de chercher les réponses sur Internet, vous pouvez poser la question. Et moi, ce que je fais tout le temps, c'est montre-moi la preuve avec le numéro de la loi. Et moi, je vérifie après, tu vois. Toujours vérifier. Moi, c'est ça que je dirais. Tous ceux qui font des recherches, en tout cas sur leur visa. Alors, ChatGPT, j'éviterai. J'ai eu beaucoup de mésaventures avec ChatGPT. C'est pas photo. Claude IA, mais faites toujours vérifier vos réponses. Demandez de sourcer, demandez des informations actuelles aussi, si vous n'êtes pas suffisamment précis. Et ça m'est arrivé même avec Claude qui me sort des choses de 2020.
Ah, ok, non, des chiffres, surtout dans les chiffres, ils ne c'est les ça. actualisent pas toujours. Non. Donc soyez très précis, vérifiez vos sources s'il vous plaît. J'ai eu des choses avec les IA, avec ChatGPT, mais si je l'avais écouté, je serais déjà rentrée en France. J'aurais jamais eu, ne serait-ce que mon student. Mais ça se fait tout seul. Ouais, Ça se fait tout seul. Vous êtes administratif, vous êtes débrouillard, ça Ouais. se fait. Temps de traitement, 2 ans, hein, je tiens à Mm. rappeler. 2 ans de temps de traitement pour avoir le partenaire, mais vous êtes en Mm. bridging ouais, visa. j'allais en parler. Donc tu es en Bridging A. Est-ce que tu Non, as fait je une suis pas demande? encore en bridging. Ok, oui. Ça va être compliqué si j'essaie d'expliquer. Parce que Ok. même j'essaie d'expliquer à mes amis qui sont là, qui sont passés par des partners, qui sont passés par des bridging. Mon bridging visa A, il commence le 31 octobre 2026. Ouais. Mais je peux partir uniquement à partir de lundi, du 4 mai 2026. Oui, donc ça c'est Et je pars de via 182. au 482. 482 ton sponsor. Donc explique-nous parce que normalement la Je vais règle, essayer d'expliquer. on va faire ça vraiment rapide, mais normalement la règle c'est 2 ans dans ton entreprise Voilà. en sponsor, 2 ans plein. D'ailleurs, je précise juste que tu n'as pas le droit de prendre des congés non payés pendant cette période, Ouais. sinon ton compteur repart Comment à tu zéro. fais Je commence à connaître un petit peu les visas. C'est pas vraiment retourner de zéro, mais c'est. Alors, je vais reformuler. vas-y. C'est pas repartir de zéro. C'est en gros, si votre employeur indique au gouvernement que vous devez payer 80 000, Ouais. il faut que dans votre income statement, à la fin de votre année fiscale, il faut que vous ayez 80 000. Si vous avez moins de 80 000, ils vont vous redemander de refaire votre visa parce que vous avez menti. Vous n'avez pas été payé 80 000. Ok. Et ça peut bloquer votre 186. Ma collègue qui a fait le 482 et 186, elle a pris un mois de vacances non payées. Et je lui ai dit, ça peut poser problème. Et en fait, on a regardé, ça ne matche pas l'année financière. Du coup, elle a eu de la chance. Ouais. Mais Donc, ouais, je le précise pour nos auditeurs qui sont ou Ouais. veulent faire des sponsors. Vous n'avez que le droit de prendre des congés payés Payés, pendant votre ouais. sponsor vis-à-vis donc de la C'est minimum ça. de rémunération. ou sur votre prenez année un fiscale. bonus ou demandez moi, c'est ce que j'ai fait pour un collègue qui a fait ça. Vous demandez une avance sur salaire pour l'année d'après, l'année financière d'après, pour compenser. Parce que sinon, votre visa est mort. Vous devez refaire 1 an de visa. Vous devez repayer l'intégralité du visa de 482, ça va être à peu près 10 000 $, pour une année seulement ou quelques jours, juste pour Ça peut être pour un jour. Ouais, parfois, ça hein. peut être pour un jour, même un jour, ça arrive rarement, mais généralement, ça 3-4 semaines, puisqu'il vous faut 2 ans de 482 complètes sur les 3 dernières années. Mais parfois, à bout de 2 dernières années, comme vous avez demandé un visa de 2 ans, vous avez fait que par exemple 1 an et 1,9 années, il vous manque 0,1 année. Mais vous devez repayer l'intégralité des 2 ans, parce que c'est 2 ans minimum. Ouais. Et c'est 11 000 $. Et j'ai un ami à qui c'est arrivé, donc il voulait c'est la personne que j'ai interviewée dans mon premier podcast. Ah, je n'ai même pas écouté. Je vais écouter. Ouais, mais il n'est pas encore sorti. Ah, c'est pour ça. ok. Et justement, une personne de sa famille a eu un problème de santé. Il a dû rentrer en France. Oh, le pauvre. Et il a dû recommencer à zéro son compteur parce que justement, ça n'avait pas compté en tout cas ces 2 ans-là. Et heureusement pour lui, à ce moment-là, c'était 3 ans de sponsor. Voilà. Et c'est passé à 2 ans, donc il a quand même fait que ces 3 ans au lieu d'avoir à faire ces 2 ans. Donc on va dire ça l'a un peu rattrapé. Mais ouais, faites attention à ça. Vraiment, ça peut être tout bête. Tout le monde ne connaît pas cette règle. C'est ça. Pas de congés non payés si Non possible. payés, Prenez ouais. que vos 4, c'est quoi, 4 4 semaines semaines. normalement en Australie, c'est ça. Toi, t'en as 5, mais c'est Ouais. exceptionnel, on va dire. C'est pas tout. Il y en a plein qui ont plus que 4. Vous Ouais. travaillez dans le bureau, vous avez plus que 4. Ouais. Vous avez 4 semaines plus les vacances de Noël. Il y a Christmas shutdown. Et la plupart des boîtes ferment 3-4 semaines. Donc vous avez à peu près 8 semaines. Ouais, ok. Ça arrive très, 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 très souvent. Donc voilà, ça c'est aussi des choses à penser. Si vous aviez un voyage de prévu de 2 mois, un tour du monde, etc., ne démarrez pas un sponsor maintenant. Parce que vous ne pourrez pas réaliser ça maintenant ou alors vous allez devoir repayer, reprendre le compteur. Ça peut compliquer considérablement les choses de prendre ces congés-là. Donc on va avancer un petit peu. Donc oui, 10 000 J'ai pas répondu à, Ouais. à la question. La Bah- question, c'est pourquoi je parle maintenant, le 30. Oui. Donc on y revient. Donc, comment Avec ça le se fait 482, le visa 482, vous pouvez quitter votre employeur 180 jours avant la fin de votre visa. 180 jours. Pas 6 mois, c'est 180 jours. Et moi, mon visa se termine le 30 octobre 2026. Vous retirez 180 jours à ceci. Ça arrive exactement le dimanche 3 mai 2026. Ok. Mais demain. Demain. Ok. Et donc, demain, je dois toujours bosser et Ouais. lundi, je suis libre. Ok. Demain, tu bosses pas le dimanche Non, quand non, même. non. Ouais. Mais en gros, demain, dès lundi, sur les t'es papiers, libre. je dois bosser. Mais lundi, je suis libre.
Donc, lundi, tu es libre, tu as ton diplôme CPA, Oh, ta certification CPA franchement, en j'ai déjà poche. oublié, hein, comme Ouais, j'ai déjà mais 10 ans d'expérience en finance quand presque. même, tu l'as faite et tu l'as. Ouais, Tu es en train ou tu viens de t'enregistrer auprès de l'ASIC ouais. et tu es en attente de ton numéro de tax agent qui est obligatoire pour faire des déclarations Pour refaire fiscales. un autre podcast sur ça, parce que franchement, il me casse les... C'est quoi du coup le plan maintenant? Le plan maintenant, c'est de potentiellement démissionner lundi. Très probablement, à 90% de chances que j'en ai marre de bosser pour lui. De trouver un autre job qui m'intéresse beaucoup plus, mais un poste beaucoup plus intéressant. Très probablement, le salaire va augmenter parce que je suis pas plus que ça aussi bien payé. Et à côté, moi, je donne des conseils de compta à 2 boîtes. Et je fais des analyses financières pour 2 autres, enfin, pour les mêmes boîtes. Et c'est pour ça que je veux avoir mon numéro de tax agent, mais que je galère parce qu'ils reconnaissent tout sauf mes UE de droit. Ok. Et une fois que j'ai ça, bah, je pourrais être officiellement un tax agent et je pourrais faire toute votre fiscalité à tous les Français en Australie. Ah, j'en Et je profite. tiens Ouais, à dire vas-y. que je fais déjà la fiscalité de mes amis parce que je suis déjà expert comptable, mais j'ai juste pas mon numéro Tax agent. mon numéro fiscal, Ouais. mais j'ai mon numéro comptable et Ouais. j'ai déjà fait mes cours d'expertise comptable. Super. Donc, juste, j'en profite, Yes. chers auditeurs. Ne passez jamais par un soi-disant tax agent non enregistré pour votre tax return. Ah, C'est illégal, c'est sous votre responsabilité. yes. Il va utiliser vos propres codes pour remplir votre tax Yes. return. Bien vu. Donc tout ce qu'il va déclarer va être en votre nom et non pas en son nom. C'est vous qui prenez les risques, ce n'est pas lui. Enfin, lui, il prend des risques de l'exercice d'une profession de manière illégale, mais vous êtes tenu à votre propre responsabilité. Donc, s'il vous plaît, prenez des tax agents enregistrés, Oui. ça se vérifie. Et donc peut-être Ryan, dans quelques temps, si Ouais, si ça en l'intéresse. activité secondaire, Voilà. mais c'est vraiment pas compliqué pour des individuels et surtout pour Mm. des backpackers. Oui. Vraiment, c'est vraiment Mais pas compliqué. voilà, s'il vous plaît, Ouais. tax agent Un tax enregistré. agent, il va pas vous demander votre numéro pour vous connecter sur le ATO. Il va Exactement. vous demander votre TFN et il va vous demander votre date de naissance. Mm. C'est tout ce C'est dont tout. il a besoin Parce pour qu'ils ont... faire la déclaration fiscale. C'est S'il ça. vous demande de vous connecter, de vous demander un mot de passe, c'est pas un tax agent. Et c'est votre responsabilité, je le répéterai jamais assez. Petite parenthèse pour tous ceux qui veulent la PR, donc la résidence. On va vérifier votre situation fiscale si vous avez payé vos impôts. Donc payez vos impôts aussi, payez vos tax returns, surtout si vous comptez rester ici. Et ne faites pas confiance à des tax agents non enregistrés qui se proclament sur Instagram comme votre conseiller fiscal. C'est illégal tout simplement. Voilà, c'était la fin de la petite parenthèse. Qu'est-ce que tu dirais à tous les Français diplômés qui ont peur de partir en Australie et de ne pas trouver un poste dans leur domaine? J'ai vraiment pas envie d'être un oiseau de mauvais augure, mais je pense que pour 85% d'entre vous, vous n'allez pas réussir à trouver. Parce que vous êtes français et vous avez un système français, vous avez grandi en France, vous devez vous battre avec toutes les autres personnes qui viennent d'un système anglo-saxon. Vous êtes au même niveau, voire en dessous de tous les Asiatiques, Sud-Asiatiques, enfin voilà, tout cela. Pourquoi? Parce que votre niveau d'anglais est moins élevé. Il est moindre qu'un Indien. Il va falloir vous dire la vérité. L'accent, peut-être qu'il est plus charmeur, le français, mais un Indien parle mieux anglais qu'un Français, un average Indian. Et ici en Australie, même si ce n'est pas l'anglais qui regarde le plus, si vous avez un job qualifié, bon, à mon avis, vous avez des bacs plus 5 comme la plupart d'entre nous, vous devez avoir un poste de manager pour avoir un poste équivalent. Donc, des présentations, il faut que vous ayez un anglais solide, pas un bilingue, hein, mais un anglais solide. Moi, la plupart des Français que je vois, oui, ils ont un anglais convenable, oui, ils peuvent bosser, mais pour la plupart d'entre vous, 80% d'entre vous, moi, je peux pas vous prendre, je peux pas vous prendre et vous demander de faire le month-end report à mes managers parce que je sais que si vous posez une question que vous comprenez pas leur accent parce que il y en a un qui vient du Canada et l'autre qui vient d'Afrique du Sud, c'est mort. Ici en Australie, ils ont besoin de beaucoup de main d'œuvre, mais vous oubliez une chose, c'est que
pour la plupart d'entre vous, vous restez entre Français. Moi, je reste pas entre Français. Je peux vous dire une chose, c'est que les Français, vous êtes, je sais pas, peut-être 3%, 4% de tous les migrants. Vous représentez quasiment rien. La plupart des migrants en Australie, ce sont les gens du UK, Scottish, Welsh, England, là, vraiment le UK plus Irlande, et ils représentent 60%. Et eux, ils sont numéro un. Vous postulez à un job, ils sont anglais, ils sont numéro un par rapport à vous. Désolé de vous le dire, mais c'est le cas. Moi, tous mes collègues qui sont encore sponsorisés dans ma boîte, elles sont toutes anglaises. Et une sud-africaine. T'es le seul Français dans ta boîte. Moi, je suis le seul Français. Ouais. J'ai des Français, mais qui travaillent au warehouse. Et on m'appelle pour faire de la traduction. Et si tu n'avais qu'un seul conseil à donner, ce serait lequel? Je vais être pessimiste encore une fois, mais essayez de bouger avec votre boîte, ne venez pas tout seul. Et si vous pouvez, essayez. Si vous n'arrivez pas à trouver un job, essayez de kiffer au moins l'Australie. Parce que vous êtes là 1 an, 2 ans, mais essayez de kiffer au lieu de juste de chercher un job jusqu'à belle lurette et jusqu'à la fin, vous repartir. Et je dis, mais qu'est-ce que ça fait? Rien de spécial. Essayez juste de kiffer parce que ça reste quand même un pays génial avec des paysages incroyables, des gens qui sont, moi à part, qui sont géniaux, enfin les personnes que j'ai rencontrées. Et enfin, quand je dis géniaux, moi la plupart de mes amis sont des immigrés, mais des immigrés pays occidentaux. Essayez de kiffer, mais essayez si vous voulez vraiment rester ici, c'est de partir avec votre boîte à l'origine. Et il y a plein de VIE. J'ai refusé un poste chez L'Oréal là, il y a 1 mois. Et c'est la seule raison pour laquelle j'ai été pris, c'est parce que la fille que je remplaçais, c'était une VIE. Ok. Et Et d'ailleurs, le poste m'intéressait pas. j'ai écrit un article sur les VIE. Donc, Ok. je vous donnerai mon site internet si ça vous intéresse de creuser parce que je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas Ouais. assez. C'est très méconnu et pourtant, ça peut être un super levier pour partir en Australie, pour partir à l'étranger et avoir son poste dans une compagnie française, mais overseas. Donc, ça peut C'est ça. être un tremplin. Ouais. Et je vous dis, les gens du UK, c'est des gens qui ont 3 ans de visa, je sais pas si tu le sais. Ils Non. ont 3 ans de working holiday. Ok. Ouais, ils n'ont pas 1 an comme nous. Oh. Ils n'ont pas 1 an. Ah, c'est 3 ans, C'est un visa 3 ans sans condition de C'est 1 an, renouvellement. 1 an, sans Ok. condition de renouvellement. Ok, ouais, non, Donc, je ils ont savais pas. 3 ans d'affilée. Donc, en fait, quand ils postulent pour des postes en finance et tout, eux, ils Ouais. sont toujours en working holiday. Ok. Pendant 2 ans, 3 ans. Parce qu'ils ont 3 ans de visa d'affilée sans aucune condition. Et il n'y a pas la limite des 6 mois chez Il n'y un a même employeur? rien, ils ont aucune condition, ils ont aucun. Parce que l'Angleterre veut, l'Australie veut des gens du UK et veut pas forcément du reste. Et c'est très raciste, mais c'est vrai. Ok. Et donc les gens, moi, mes collègues qui sont là, donc là, entre guillemets, le Chris dont on a parlé tout à l'heure, il était là, donc il est irlandais et comme beaucoup d'Irlandais, il a un passeport anglais. Et il est là depuis il était en working holiday pour à peu près 3, 4, 5 ans, plus vos Covid visa, etc. Mais ils ont pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde qu'eux. Et ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas si vous restez qu'avec des Français. Ça, je suis d'accord. Et les Sud-Africains, beaucoup les gens les oublient. Les Sud-Africains, ils sont avant vous. Les Sud-Africains parlent anglais. À partir du moment où vous êtes natif anglais et vous venez d'un pays anglo-saxon, vous passez, pardon, désolé, mais vous êtes derrière eux. Vous êtes derrière eux. Et moi, je voulais les voir en recrutement. Je vois beaucoup de personnes passer. Que des Anglais, des Sud-Africains. Et il y en a plein, des Sud-Africains qui sont là en student visa, mais on va le prendre en premier. On va le prendre en premier au lieu d'un working holiday qui a pas de, qui a des working restrictions parce que c'est un natif. Et moi, je suis un petit peu moins tranchée que toi. Ok. Donc, je vais juste donner mon avis pour qu'il puisse avoir 2 avis partagés. Moi, je dirais que mon conseil numéro 1, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est travailler votre anglais, même avant d'arriver. L'anglais, ouais. Si votre but, souvent on ne sait pas en arrivant qu'on veut rester. Ouais, Imaginons, oui, c'est vrai. vous souhaitez rester peut-être dans un futur. Faites un l'anglais. partenaire. Voilà. Faites un partenaire. L'anglais, ça va être trop important, mais pour plein de raisons, mais surtout professionnellement. Et je vous parle pas juste de job de picking, de manuel, je vous parle de job de bureau. Pour accéder à ces jobs, il faut avoir un anglais professionnel, pas juste hello, my name is. Voilà, un anglais professionnel, un peu de vocabulaire, commencez à le travailler avant de partir. Et mon deuxième conseil, et je m'arrêterai là-dessus, c'est rapprochez-vous de votre organisme pour vos skills assessments. Ouais, c'est le point de départ. J'aurais dû faire ça au lieu d'écouter de l'avocat. En tout cas, merci Ryan. C'était un podcast riche en informations, en anecdotes. Et merci d'avoir partagé ton parcours, ton expérience. J'étais ravie de te rencontrer ici à Sydney. Et ça valait 1000 fois le déplacement depuis Melbourne. Merci beaucoup. Je t'en prie.